Salut les néo-autonomies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une visite exceptionnelle. C'est la visite du Jardin des Merveilles. C'est un jardin qui a été créé par Rémi il y a 10 ans. Et vous verrez, il y a énormément de biodiversité, il y a beaucoup de choses partagées par Rémi dans cette vidéo. Je vous présente tout de suite la visite du Jardin des Merveilles. C'est parti! Bonjour Rémi. Salut. Peux-tu te présenter, je te prie? Alors, ok, je suis Rémi du Jardin des Merveilles. J'ai créé ce lieu, moi, il y a 10 ans et je sais pas du coup qu'est-ce que je présente, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est un lieu sur lequel c'est un projet de vie en fait, c'est pas juste un travail, c'est pas juste une passion, c'est tout plein de choses à la fois. Beaucoup de passion quand même. Et donc voilà, et sur ce lieu, je pratique la permaculture, entre autres, et je donne des cours de permaculture auxquels tu es venu, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et là, tu peux rebondir là. Oui, donc je peux rebondir. Eh bien, alors, je ne m'y attendais pas. Et donc, en fait, j'ai fait 6 demi-journées au Jardin des Merveilles avant de me lancer. Et Rémi m'a appris des techniques, et ce qui est vraiment bien, c'est que on vous présentera le jardin petit à petit, au fur et à mesure, et vous verrez qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce que présente Rémi. Et on peut commencer la visite dès à présent, parce que tu veux, Rémi. Allez, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, ici, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir parce que c'est une zone qu'on vient de faire. Alors, c'est petit aparté, on donne des stages de permaculture sur une semaine. Et à la fin du stage, à la fin de la semaine de stage, les stagiaires ont comme exercice pratique de se décider ensemble sur une création de zone, qu'est-ce qu'on fait, biodiversité, culture, tout ça. Et donc là, on est sur la zone que les stagiaires ont créée cette année, donc une rocaille ici, une petite zone de culture qui est là, avec les arbres qui étaient déjà en place avant. Donc c'est une zone qui est toute neuve, je ne suis pas sûr que ce soit là le plus intéressant. Ah si, pourquoi la rocaille? Ça apporte quoi au niveau biodiversité? Alors, du coup, moi, tu vois, je vais te le retourner dans le sens. C'est pas qu'est-ce que ça apporte. On ne fait pas une rocaille parce qu'on a besoin de quelque chose, on fait une rocaille parce que le terrain veut une rocaille. Là, ici, il doit y avoir peut-être 50 cm de terre, voire moins. Il y a des endroits où il y a la roche qu'à fleur. C'est pas une zone sur laquelle on peut faire pousser des légumes. Il n'y a pas assez de profondeur, pas assez de terre. Et en plus, il y avait déjà cette grosse pierre qui était là, qui est trop grosse pour être bougée. Du coup, on s'est dit, on va profiter de ça pour faire ce que la zone appelle en fait une rocaille. Et après là sur le côté c'est une zone sur laquelle on a essayé de faire du légume jusqu'à il y a 2 ans et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait non, il n'y a pas assez de terre et les légumes même en les arrosant tous les jours ça marche pas, et vu que l'idée c'est de pas forcément arroser, donc c'est plus une zone d'aromatiques, de plantes méditerranéennes qui ont besoin d'un peu moins d'eau. Et après, plus on va vers le fond, plus il y a de profondeur de terre, plus là il y a du légume. Du coup l'idée c'est un peu ça, c'est de se faire à la terre, et on en parlait tout à l'heure, est-ce que la terre elle est calcaire, est-ce qu'elle est acide, est-ce qu'elle est... Voilà, et on ne peut pas faire pousser ce qu'on veut sur n'importe quelle terre, on voit qu'est-ce que c'est comme type de terre, comme type d'exposition, et on s'adapte à ça. Je rebondis là-dessus parce que je suis aussi venu te voir parce que j'ai des petits problèmes chez moi. Et, dans ta plantation. Exactement, ouais. J'ai des petits problèmes dans ma plantation et je voulais voir avec toi par rapport à ce qui pousse chez moi, ce que je dois faire, ce que tu me conseillerais de faire. Mais d'abord, on présente une magnifique visite du Jardin des Merveilles. Eh bien allez. Allez, c'est parti. Donc là on a du pommier, alors sur la zone, on a la zone en bas qui est plus légumes avec pas trop d'arbres, ou alors des arbres pas trop, et plus on vient vers donc là le sud, là-bas le nord, ça monte un peu comme ça, plus on va en arrière du coup par rapport au sud, plus on a des arbres qui seront grands. Donc là il y a plus des pommiers dans cette zone là, plus des poiriers par là-bas, des cerisiers encore derrière. Et si on descend, il y a plus bas, donc là il y a des noisetiers, là il y a des figuiers, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Là-bas il y a des sureaux. Après derrière il y a des cerisiers neige, des cerisiers qui vont faire 1 mètre, 1,50 m de haut, pas plus. Et puis après il y a une zone là-bas où il y a des arbres un peu originaux, des aziminiers, des argousiers, des arbousiers, il y a voilà, pas mal de choses différentes. Qu'est-ce qui pousse le plus sur ta terre et quelle est ta terre, ton type de sol? Qu'est-ce qui pousse le plus? À l'origine les herbes, après les ronces et à terme les chênes. Par ici, les érables. Ça, c'est si on laisse sauvage. Et du coup, si on essaye de s'adapter à ça, on va s'adapter. Du coup, le petit fruit, moi j'ai une terre qui est légèrement acide. Tu vois, elle doit être à 6,5, un truc comme ça au niveau du pH. 6,5. Donc tout ce qui est petits fruits, cassis, groseilles, ça pousse très bien. Et j'essaye aussi de m'adapter. Tiens, on va avancer un peu vers ça. Allez. Alors on est suivi. Je te dis, j'en profite, on est suivi parce que on est plusieurs à écouter un petit peu tes bons conseils. Excuse-moi. Donc ouais, c'est cool. Les ronces poussent très bien. Et du coup, je me dis, vu que les ronces poussent très bien, on va planter des ronces. Pas forcément que des ronces sauvages, même si je les aime bien, mais je veux pas que de ça. Du coup, là, par exemple, je sais plus quelle variété c'est ça. Mais voilà, c'est une ronce qui fait quasiment pas d'épines, qui fait des fruits là, qui arrivent un peu plus tard que d'autres. Du coup, comme ça, on peut même étaler les productions.
Là, il y en a, tiens, quelques-unes. Ah, c'est les Thornless, non? Non, ça c'est pas Thornless parce que si tu regardes bien, tu feras un gros plan si tu veux, il y a quand même quelques épines. Il y en a beaucoup moins, du coup on peut quand même attraper les branches sans se piquer, mais il y en a quelques petites. Oui, un petit peu. Les Thornless, j'en ai un peu plus loin, après j'ai le Triple Crown qui est là-bas, qui est énorme et qui fait pas d'épines du tout, donc pareil on va les voir. Et donc voilà, vu que les ronces poussent bien, ben, je me dis je m'adapte à ça, je fais pousser des ronces. Là on fait des structures comme ça sera pour faire pousser les branches dessus. Et alors ça, en plus d'être productif, ça fait du fruit, ça prépare le sol. En dessous d'un roncier, le sol il est magnifique, on peut y planter pas mal de choses dedans. Ça on le verra encore sur la suite de la visite là-haut. Où là je me suis adapté à des ronciers sauvages, il y avait des endroits, des buissons de ronces, et j'ai juste écarté un peu les ronces pour aller planter un arbre au milieu, je laisse les ronces revenir dessus. Et ça évite, dans le coin, on a pas mal de chevreuils qui viennent des fois grignoter les arbres. Ben, dans les ronciers, ils y vont pas, du coup, ils font le tour. Et donc l'arbre qui est planté au milieu des ronces, ben, celui-là, moi, il s'y touche pas. Il se fait pas étouffer par les ronces? Pas s'il est plus haut que les ronces. On va pas y planter un arbre qui est plus bas et qui se fait dépasser, mais bon, écoute, on ira voir. Allez plus loin dans la vidéo. Pas de soucis. Non, continuez. Alors moi j'aime bien, là c'est la saison où on fait la visite du jardin en mode canicule sécheresse, parce que cette année, ben voilà, c'était un peu, enfin ces 2-3 dernières années c'est assez agressif la sécheresse, la chaleur, on a des coups de soleil qui nous ont fait cramer les feuillages des arbres alors qu'ils n'avaient pas soif, enfin, assez violent. J'ai fait des vidéos pour ceux qui ont suivi les vidéos que je fais sur comment on fait des plantations comment on cultive sans arrosage ou on arrose juste à la plantation. Je mettrai le lien dans la description. Ouais, ben voilà, ouais. Et donc cette vidéo elle est intéressante dans certains climats. J'ai eu des retours de maraîchers qui disent bon ça va pour les jardiniers, mais en maraîchage on fait pas ça parce que ça produit moins de légumes si on arrose moins. Et même moi, tu vois, maintenant avec l'évolution, je reviens un peu là-dessus. Je vais pas dire que je vais vers le tout arrosage, mais arroser juste à la plantation en année de sécheresse canicule. Non, tu vas avoir une production qui va être très courte, tes pieds de tomates ils vont arriver au bout d'un moment, et plein de mois d'août, septembre, ils vont avoir soif, ils vont pas tenir. Donc il y a des zones là maintenant qui sont irriguées, il y a un goutte à goutte qui est sous le paillage, histoire que vraiment on profite au maximum de toute l'eau qu'on y met. Par contre, on ne va pas arroser tous les jours ou tous les 3 jours, c'est quand les plantes le demandent, quand elles ont soif, tiens, on va pouvoir passer voir les piments là-bas qui sont jolis. Quand les feuillages commencent un peu à tomber, où là on voit que ça a soif, on inonde la zone. J'arrose pendant 8, 10 heures, 12 heures. J'arrose l'arrosage le soir et je l'éteins le lendemain matin et j'inonde la zone. Et là, je laisse comme ça pendant jusqu'à ce que ça le redemande. Ça peut être 2 semaines, 3 semaines, ça tire un mois des fois. Donc au final, c'est un gros arrosage, mais si on le répartit sur toute la période, au final, ça ne fait pas tant que ça. Et ça a un intérêt qui est, j'ai vu des arrosages, des gens qui font des arrosages au goutte à goutte, vraiment au pied de la plante, où tu vois que c'est la sécheresse, tu vois que toute la zone est sèche, mais par contre les cultures là, elles vont bien. Et du coup, au niveau pollinisation, par exemple, ça s'y ressent parce que le terrain il est mort, il y a juste les plantes que tu veux cultiver, les pollinisateurs ils vont venir pour tes plantes et c'est tout. Alors que si tu inondes la zone, tu vois comme ici, tu vas avoir beaucoup de plantes qui vont pousser à côté, tu as des graminées qui poussent autour, tu as des pissenlits qui poussent derrière, tu as des laitues, tu as plein de trucs qui fleurissent à côté qui attirent les pollinisateurs et du coup ta culture elle va y trouver les bénéfices. Alors que s'il n'y a que elle qui est vivante et que c'est mort tout autour, non, c'est comme se retrouver dans une oasis au milieu d'un désert avec pas de vie autour. Bon, tu survis, mais il manque un truc, quoi. Pour toi, il faut vraiment développer la biodiversité générale et pas juste ce qu'il y a. Ok, pas juste ce qu'il y a sous les plantes. C'est certain. Après, là, du coup, c'est pas la vision productiviste comme on le voit souvent. Et moi, je fais pas ça dans un but de produire d'abord mes ressources, mes légumes. Je fais ça dans un but de produire de la biodiversité, avoir un lieu vivant, riche en vie. Et créer un écosystème, créer un microclimat qui ensuite va être propice à produire des légumes. Mais si on commence à d'abord juste vouloir produire des légumes sans créer la vie qui est autour, on va peut-être arriver à faire des légumes qui seront d'une qualité un peu moindre. Et puis, je sais pas, moi j'ai tendance à me dire la priorité c'est aussi le cadre de vie qui est autour et aussi la vie qui est autour. Et une fois que tu as créé ton microsystème, ton écosystème, ton microclimat, tout ce qui fait que ça va vivre, tes légumes pousseront mieux, auront un assez bon rendement, auront du goût, auront tout ce qu'il faut. Avec de la vie autour, c'est quand même vachement plus agréable. Tu as découvert des insectes ou des bestioles qui n'existaient pas initialement et qui sont venus... Des trucs qui n'existaient pas, non, j'ai découvert des trucs que j'avais jamais vus, que je connais pas. Là, je ne sais pas si vous avez vu, ceux qui me suivent un peu sur Facebook, on m'a offert pour mon anniversaire il y a quelques jours un objectif macro pour faire des photos d'insectes. Donc là maintenant régulièrement je publie des photos d'insectes et avec un objectif qui va vraiment voir des trucs tout petits que j'avais jamais vu d'aussi près parce qu'avec l'œil on ne les voit pas aussi bien. Même les gouttes d'eau.
Mais même les gouttes d'eau, ouais, t'as vu celle de ce matin. Mais ouais, je vois des choses. Au niveau insectes, oui. Au niveau plantes, ben, ici, quand je suis arrivé ici, c'était une prairie. Il n'y avait que des graminées, que de l'herbe et des ronces sur les bords. Donc depuis que ça pousse et qu'il y a tout plein de choses différentes qui poussent ici, je vois pousser des plantes qui n'y étaient pas avant. Pas que je connaissais pas, des plantes que je voyais en sous-bois, que je voyais dans certaines zones humides, qui maintenant poussent ici, ce qui me rassure sur le fait que le sol évolue, le microclimat évolue, et ouais, ça marche. Et ça change l'acidité par rapport à avant? Alors moi ici pas trop parce que j'avais un sol qui était un peu acide comme je t'ai dit. Par contre sur quelqu'un qui aurait un sol un peu calcaire, le fait que ça s'enrichisse en matière organique, le fait que ça se décompose dans le sol, ça acidifie un petit peu. Un sol qui est très vivant, il est propice aux légumes. C'est pour ça que si on a un sol qui est trop calcaire et qui n'est pas propice aux légumes, d'abord on rajoute de la matière organique, on fait du compost ou on rajoute de la matière organique en surface. Et ça va finir par, pas forcément acidifier le sol, mais stabiliser le sol vers un pH qui va être plutôt neutre, voire légèrement acide dans la couche de matière organique en surface. Ce qui permet que, ouais, merci le nuage. Ouais, voilà, ça change le pH en l'amenant vers du neutre, voire légèrement acide. J'aimerais qu'on en profite, je sais que tu fais un peu de phytoépuration, est-ce qu'on pourrait se diriger vers là et après on continue la visite du jardin? Allez. C'est quelque chose qu'on me demande souvent et vu que moi j'en ai pas encore fait, j'aimerais vraiment que tu le présentes. Alors Rémi, on est où? Là. Alors là, on est, du coup, si tu fais un petit vers la gauche, on est juste en limite zone 0, zone 1, tu vois, pour ceux qui connaissent un peu le design. Donc là, c'est la zone de vie, la cuisine, la salle de bain, la machine à laver, tout ça, c'est par là. Et donc là, on est juste sur l'entrée du jardin et donc sur la phytoépuration. Donc ça, là, qu'on voit derrière moi, c'est le premier bac de phytoépuration qui va nettoyer l'eau. On commence à tailler, du coup je vais vous raconter pourquoi on fait ça là. Juste derrière, on ne le voit pas, mais il y a un filtre là qui nettoie, si tu veux faire une petite prise dessus. Donc le petit filtre là, il sert juste à nettoyer tout ce qui est matière grasse et les premières eaux qui viennent. Allez, vas-y, tant que tu es dessus. Tant que tu es dessus. Donc en gros, il y a un bac là rectangulaire. C'est un peu dégueulasse ici parce que là, c'est toute l'eau qui vient de la cuisine et tout ça. Ok, il y a encore des pâtes. Ouais, encore des pâtes. Qui c'est qui n'a pas fini son assiette? Là ici, donc il y a une planche qui fait que l'eau arrive par ici et ressort par le petit trou qui est là. Et pour ressortir par là, elle est obligée de passer sous la planche. D'accord. Donc l'eau flotte ici, vu que la graisse reste en surface, la graisse ne va jamais passer en dessous. Donc tout ce qui est gras, ça reste dans la paille. Quand là ça commence à sentir un peu, hop, ça on met au compost, on remplace la paille. Et au moins il n'y a jamais de graisse qui passe là-bas. Après là, filtre à sable, à gravier, juste pour enlever tout ce qui est gros morceaux, pour qu'il n'y ait pas de matière, pas de gros morceaux qui aillent dans la phyto, quoi. D'accord. Et voilà, et à partir de ça, ça arrive dans ce bac. Alors une question, ce bac là de graisse, tu le changes à peu près, tu vides dans le compost tous les combien en moyenne? Ça je ne peux pas te donner un temps, ça dépend. C'est la réponse classique. Ah oui, parce que toi ça dépend du monde que tu reçois et de l'animation. Quand on ne vit pas ici en plein hiver, on ne le change pas de l'hiver. Quand on vit ici et qu'on est comme en ce moment, on est 10, 15, 20 à vivre ici, là. Ça peut être tous les 2-3 jours. En fait, c'est lui qui va te dire, hein, quand ça sent un peu, c'est ouf, là il serait temps de le changer. Même s'il est dégueulasse, le seul risque qu'il va y avoir, c'est que tu vas avoir une eau qui va être riche en matière organique dégueulasse qui va passer là-bas. C'est pas gênant, la phyto c'est ça qu'elle veut. La graisse, même si c'est dégueulasse, la graisse ne va jamais passer sous l'eau. La graisse, jusqu'à maintenant, elle a toujours flotté sur l'eau. Je ne pense pas que ça changera. Ok, donc ça c'est le bac numéro 1, bac numéro 2. Non, ça c'est le filtre. Un filtre. Ça c'est le filtre avant d'aller dans le bac numéro 1. Et après je vais vous expliquer, nous on a le bac numéro 1, c'est tout. On n'a pas, mais voilà, on va devant le bac pour voir tout ça. Ok, je refais le tour. Juste, alors même si on va un peu passer à plein de choses, c'est quoi ça? Ça, c'est le key. Non, ça, c'est un keyhole. Keyhole, en anglais, ça veut dire trou de serrure parce que c'est là qu'on vide notre compost. D'accord. Ici, là. Ok. Il y a juste, donc c'est surélevé sur les côtés pour avoir de l'épaisseur de terre, pour pas avoir besoin de se baisser pour faire pousser nos légumes et tout ça. Donc là, c'est vraiment les légumes de culture rapide. Du coup, on parle du key, là. Tu voulais faire rapide, mais ça a du sens aussi que ce soit là. Donc on met notre compost au milieu, on fait pousser nos légumes autour. Il y a juste une zone d'accès là pour pouvoir aller jusqu'au compost. Et vu de dessus, il y a le rond du compost, la zone d'accès, ça fait un trou de serrure, d'où le nom. Et le positionnement de ça est juste à côté de la cuisine, le seau du compost. C'est pour ça que je rebondissais dessus. On fait de la cuisine ici, on a le seau de compost. Quand on veut le vider, il est là. Quand on a besoin d'aller cueillir 3 légumes ou du basilic ou quoi, hop, on a juste à venir ici. Et... Là, le compost il se met là et ça donne, et ça pousse vachement bien. Hein. Eh bien ouais, non, ça reste super efficace. Bon là c'est super efficace aussi parce que c'est la première année qu'on le met en place. Donc le dégagement d'azote dans une terre qui a été remuée forcément en première année c'est à fond.
Mais du coup, en sachant ça, il suffit juste de bien l'aérer tous les ans et tout le compost qui est au milieu. Quand on a besoin d'arroser, bon, on peut arroser ici, mais surtout on inonde dans le compost, on balance de l'eau dans le compost, tout ce qui est matière minérale, du coup ça va inonder la terre un peu au centre autour. Tous les légumes qui sont là, ils vont mettre leurs racines en dessous là-bas et c'est non seulement c'est arrosé, mais en plus c'est très très riche. D'accord, ben c'était. En fait, pourquoi je rebondis là-dessus? Déjà, oui, c'est parce qu'on passait devant, mais c'est aussi parce que tu parlais de la zone. C'est 0 Ouais, voilà. Zone 0 c'est l'habitat. 0,0 c'est nous. D'accord. 0 c'est l'habitat et zone 1 c'est la zone dans laquelle on va le plus souvent. Zone 1, 2, 3, 4, 5. La zone 5 c'est la zone où on va jamais, ou en tout cas pas pour travailler. Et zone 1 c'est la zone où on va au moins 2 fois par jour. Tu vois, genre le poulailler, si tu vas le matin pour ouvrir et le soir pour fermer, il est dans la zone 1. Si tu as une ouverture, fermeture automatique et que tu vas qu'une fois par jour ou qu'une fois tous les 2 jours, tu peux le mettre en zone 2. Ok. Tu vois, allez. Le zonage, bon, oui, en perma, je sais que c'est quelque chose de... Non mais c'est intéressant, on pourrait même en faire limite une vidéo. C'est intéressant parce que du coup tu rentabilises le temps et l'énergie que tu passes sur ton projet. Et moins tu passes de temps et d'énergie dans certains éléments, plus tu as du temps libre pour rajouter des éléments ou pour prendre du temps pour toi ou pour faire du hamac. Ouais, faire du hamac ou faire du transat. Ou, ouais, c'est... Bon alors on revient, on était sur la filtration, la phyto. Moi, tu me poses des questions. Ah non, mais c'est intéressant. Mais je sais que j'aurai toujours de superbes réponses sur mes questions. Faut pas s'attendre à une réponse rapide. Mais on n'est pas pressé. Donc là, on a le premier bac de phyto, donc il va jusqu'ici. Donc là, les roseaux, ils vont pas jusque là parce qu'ils ont été taillés. Ils sont là. Parce que ils sont super hauts, ils ont beaucoup poussé. Puis là, on a eu du vent, de la pluie, ça fait que ça s'écrase un peu. Ça m'écrase un peu les arbres qu'il y a autour. Là, il y a un poirier, tout ça. Donc là, je me dis, je vais essayer, j'ai jamais fait ça, donc je ne sais pas s'il y en a qui font de leur côté. Qu'est-ce que ça fait quand on taille tout dans l'année? Est-ce que ça repousse ou est-ce que ça va affaiblir mes roseaux? Est-ce qu'ils vont être un peu faibles derrière? Normalement, je taille une fois par an. Donc là, je me dis, est-ce qu'on peut tailler 2 fois par an? Parce que bon, j'ai besoin de tailler parce que ça gêne et surtout, du coup, tu vois, c'est ça. Ça, en matière carbonée, c'est super intéressant. Donc ça, moi, bon, pour l'instant, c'est posé là parce qu'on a taillé ici, mais ça va finir dans les allées entre les légumes là-bas. Puisque moi, le but, c'est qu'entre les zones de culture, il n'y ait pas d'herbes, pas de graminées comme ça qui poussent, qui prennent toute l'eau. Que ce soit couvert soit avec d'autres herbacées, soit matière organique et pas trop de plantes qui poussent, quoi. Donc, on revient sur cette phyto. Ouais. Comment ça marche une phyto? En gros, c'est toutes les matières un peu dégueulasses qui viennent de la cuisine, de la salle de bain, la machine à laver, tout ça. C'est rempli de matière organique qui va être décomposée en fait par la phyto. Alors on dit par les plantes, c'est pas les plantes qui font le travail. En fait, c'est les bactéries qu'il y a autour des racines des plantes. Là, on utilise du roseau, donc phragmite, c'est ce qui est utilisé la plupart du temps dans les premiers bassins parce que dans toutes les plantes qu'on connaît qui font ce genre de boulot-là, ça fait partie des plus efficaces. Donc ça c'est vraiment casser tout ce qui est grosses molécules un peu dégueulasses qui sont dans l'eau pour en faire des matières minérales. Juste un petit topo chimie, donc matière organique, c'est des enchaînements d'atomes, d'éléments minéraux, et matière minérale, c'est ces enchaînements, c'est comme un collier de perles qui aurait été fait où on retrouve les éléments minéraux. Les plantes, elles, consomment les éléments minéraux, pas la matière organique. Donc, elles vivent en symbiose avec des bactéries qui sont autour des racines pour casser ces molécules en éléments minéraux pour que les plantes puissent réabsorber ça. Donc elles, les phragmites, elles font ça pour nettoyer l'eau, pour pouvoir s'en nourrir derrière. Sauf que nous, vu qu'on envoie une eau qui est vraiment dégueulasse, elles n'arrivent pas à tout consommer. Donc en général, on a un premier bassin avec ça et 1 ou 2 bassins à la suite avec des iris, des papyrus, de la menthe, des plantes qui aiment bien vivre un peu les pieds dans l'eau pour absorber ces matières minérales. Donc elle fait le phragmite, le premier bac fait le premier travail de casser ces matières organiques en éléments minéraux et les bacs suivants font le travail de réabsorber ces éléments minéraux pour qu'à la fin, à la sortie du 2e, 3e bac, on a une eau qui est propre, qu'on peut renvoyer dans une mare ou dans la nature. Donc ça c'est une phytoépuration classique. Moi la mienne, il n'y a que le premier bac. Et à la suite, au lieu de faire consommer mes matières minérales à du papyrus ou de l'iris que je ne mange pas, j'ai une zone humide à la sortie, j'irrigue une certaine zone sur laquelle je fais pousser des courges, des tomates qui vont se nourrir de ces matières minérales. Ok, et ça, on ne retrouve pas en goût ou quoi que ce soit, après alors ici on a un jardin un peu expérimental, on teste des trucs, tout ne marche pas. Et là, le souci qu'on a, c'est que toute cette végétation, elle évapore toute l'eau et il n'y a quasiment jamais d'eau à la sortie. Donc quand on est nombreux, là, comme en ce moment, du coup on utilise beaucoup d'eau, donc toute l'eau finit par sortir derrière. Et quand on n'est pas assez nombreux et qu'il fait chaud, les plantes évaporent tout et du coup on n'a quasiment pas d'eau à la sortie. Du coup on s'en sort avec derrière une zone humide, mais qui n'est pas humide si souvent que ça.
semi-humide de temps en temps, tu vois. Donc voilà, ça après il faudrait voir, il faudrait qu'on soit tout le temps le même nombre de personnes ici, que le volume de ça soit calculé en fonction du nombre de personnes, de la quantité d'eau qu'on utilise. Pour l'instant, voilà, c'est l'idée est intéressante. Dans les moments où ça marche, c'est super intéressant, et quand ça marche plus, ben, ça marche plus. Donc c'est pour ça aussi que le fait de couper les roseaux dans une période là où il fait chaud, où ça évapore tout, ben, les couper pour supprimer un peu cette évaporation, va gagner en eau à la sortie. Et elle va supprimer en rien le travail de l'eau, parce que le travail, c'est les bactéries autour des racines, c'est pas la plante. Donc même si elle perd son feuillage, les bactéries, elles sont quand même. Ouais, du coup, je sais pas, il faudrait analyser chimiquement la qualité chimique de l'eau à la sortie. Par exemple, moi, le souci qu'il peut y avoir, c'est en plein hiver, les plantes vivent moins, donc les bactéries, forcément, réduisent leur travail aussi. Si on utilisait beaucoup d'eau pendant l'hiver, peut-être que l'eau qui sortirait derrière, ces matières organiques n'auraient pas eu le temps d'être assez décomposées. Pareil en plein été, donc le souci qui est de il n'y a pas d'eau qui sort derrière parce qu'on n'en utilise pas assez, que ça évapore tout, c'est pas grave pour moi, tant pis, il n'y a juste pas d'eau à la sortie, on se débrouille sans. Par contre, si c'est dans le sens qu'on utilise trop d'eau et que l'eau sort en continu derrière mais qu'elle n'a pas le temps d'être travaillée, ça veut dire qu'il y a encore de la matière organique un peu dégueulasse qu'il y a dans l'eau derrière et que ça ne serait pas forcément intéressant pour les légumes. Donc c'est à gérer la phyto quand même, c'est pas quelque chose... c'est pas un truc qui coule tout seul, c'est à calculer déjà les volumes par rapport à l'eau que tu utilises, par rapport à ton évaporation, enfin il y a plein de trucs à gérer que là du coup je ne connais pas tout. Mais bon voilà, ça se réfléchit. Et après, au niveau des matières organiques que la plante s'est transformée, à la sortie de toute façon, le goût des légumes, tu te demandais si ça en ressentait ou pas, de toute façon une matière minérale, quelle que soit l'origine de la matière organique, ça redevient une matière minérale derrière. Là où il va y avoir du souci, c'est s'il y a je sais pas moi, des antibiotiques, des trucs comme ça dedans. Mais là, pour moi, le souci, il vient d'autre chose. Le souci, il n'est pas de comment elle arrive à transformer la plante, il vient de qu'est-ce que tu utilises dans ta cuisine, c'est quoi ton savon, c'est quoi ton produit vaisselle, c'est quoi ta lessive, qu'est-ce que tu vas y balancer dedans. Donc voilà, pour moi la phyto, elle sait faire tout tant que tu balances des bons produits dedans. Ouais. Bon, je sais pas si le mot bon est... Mais voilà, ouais. Après, de toute façon, gel douche, Tahiti douche et compagnie, non, on connaît arrêtez, non. Bon, Rémi, on continue la visite. Que veux-tu nous présenter après ? Eh ben, je sais pas, qu'est-ce qu'on avance, on va aller vers le potager là-bas. Là, ici, il y a la petite courbe d'amoratique. Alors, c'est une courbe et pas une spirale parce qu'il n'y avait pas la place pour la spirale. Et d'aromatique parce que on est juste à côté de la cuisine, donc là, c'est les plantes dont on peut avoir besoin assez souvent. Donne-nous quelques noms et une ou deux utilisations, même s'il y en a 50 000 autres. Qu'est-ce que basilic, shiso, ça c'est shiso, c'est une aromatique alors chinoise, coréenne. Alors le bicolore, c'est plus en Corée qu'on l'utilise. Wow. Le sésame, ils appellent ça là-bas. Bien que botaniquement, c'est pas un sésame. Okay. Qu'est-ce qu'on a ? On a de la coriandre bolivienne. Bon, après, on a des classiques aussi, on a du persil derrière, on a des basiliques, on a un petit piment. Tiens, vas-y, regarde, filme la petite expérimentation, là. Ouais. Ça, c'est vide, il faut remettre de l'eau dedans, ça boit vite en ce moment. Mais c'est un Oya, ouais, on teste du coup. Normalement, grâce à ça, toute la zone autour, les racines des plantes vont se mettre autour. Donc, pour rapide, c'est juste un gros pot en terre, il doit y avoir 3-4 litres d'eau là-dedans. Donc, c'est un assez gros pot en terre qui est micro-poreux. Si tu mets ton pot posé sur une table et que tu le remplis d'eau, ça ne va pas couler. Le pot il va juste rester humide en surface, donc ça ne va pas arroser. Par contre, les plantes, elles vont mettre leurs racines autour et c'est elles qui vont aspirer. Donc plus les plantes ont soif, plus elles vont aspirer fort. Si elles n'ont pas soif, l'eau reste dedans en attendant que les plantes le demandent. Ça, voilà, ça c'est de la théorie, ça marche assez bien en théorie. En pratique, en période de sécheresse, il y a des fois où il faut arroser quand même autour parce que c'est juste trop sec. Donc là, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait tester dans un milieu différent. Là, la zone est hyper sèche autour, la terre est un peu surélevée du sol, donc peut-être qu'on pourrait faire ça plus bas dans une zone un peu plus humide, ça serait parfait. Là, voilà, c'est un test, j'en ai qu'un, donc c'est pas très scientifique comme méthode. Il en faudrait plusieurs dans plusieurs zones et avec plusieurs types de plantes autour. Mais... J'ai une question, combien de litres tu conseilles pour 1 mètre carré par exemple ? Est-ce que tu l'as testé ça ? Ça dépend. Non mais tu vois, ça dépend. Ouais, donc combien de litres quoi d'arrosage tu veux dire Non, un pot de combien de litres pour... Non, ça je sais pas. Ah, tu t'as pas... Non, vraiment, je suis pas assez... J'arrive à le coller encore. Pour moi, il faudrait... plus c'est gros, plus tu vas avoir du temps. Si tu as un petit volume, il faudra le remplir tous les jours. Le but de ça serait de pouvoir partir en vacances quelques jours et que ça, il suffit pour une certaine zone, pour un certain temps. Les gens qui vendent ça, souvent ils vont te dire petit volume pour quelques plantes aromatiques. Ce volume-là, moi, c'est donné pour des arbres, ça. Et si tu as un arbre, tu plantes l'Oya au pied de l'arbre.
peut-être quand c'est un arbrisseau. Mais... Ah, ben un arbrisseau, oui, mais un arbre, non, il y a de 4 litres et il ne va pas arroser l'arbre. À mon avis, avec ses racines, il explose au bout d'un moment. Et bah, il explose, ou alors surtout, l'arbre il va chercher en profondeur, il n'a pas besoin de ça en surface. Mais voilà, je sais pas, vraiment à expérimenter, pour l'instant, j'ai pas assez de retour sur ça. D'accord, non mais c'est bien. Et c'est vrai que tu expérimentes vraiment tout ce qui se fait. J'aime bien, ouais. J'aime bien me remettre un peu en question les trucs, on me dit bah, ça marche. Ah ouais, ça marche, ah, ok, on va essayer. Et encore mieux dans l'autre sens, quand on me dit ça marche pas, ok. Et là, t'es fier de le filmer. T'es fier, tu dis, hey, chez moi, ça a marché. Ouais, ou alors je fais, ah ouais, non, en fait, ils avaient raison, ça marche pas. Non, mais j'aime bien parce qu'après, il y a des choses qui vont marcher, mais selon vos pratiques, selon votre climat, votre terre, vos plantes, tout va pas marcher de la même façon. Donc, moi, je ne suis pas pour dire ça marche, ça marche pas. Il y a des choses qui font que ça marche un peu plus dans un sens ou un peu plus dans un autre, mais il faut tout remettre dans le contexte, hein, selon ton lieu, ton climat, ton terrain. Alors, Rémi, on allait partir, mais moi, j'ai une petite question. Là, tu as fait, je ne sais pas si on peut appeler ça du paillage. Moi, j'appellerais ça du paillage. Du pierrage. Du pierrage, ouais. Après, on dit paillage plastique, donc on ne dit pas du plasticage, mais... le paillage, ça, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, on ne va pas le faire ici. Non, pour moi, le paillage, c'est utiliser une matière, organique ou pas, pour couvrir le sol. Et chaque paillage va avoir un intérêt différent. Et tiens, regarde, tant que tu es prêt ici, tu disais, ça assèche pas le sol, l'eau ne s'évapore pas à travers la pierre. Souvent, quand on soulève une pierre, on s'aperçoit qu'en dessous, la terre est humide, c'est plein de vie, c'est plein de galeries, voilà. Donc au final, ça va créer un microclimat. Là-dessous, la terre va moins sécher que s'il n'y avait pas de pierre. Et en plus, ça va avoir l'avantage que pendant l'hiver, la pierre va avoir une inertie différente que juste la terre, va garder de la chaleur. Ça chauffe bien la journée, ça renvoie la chaleur pendant la nuit, et là-dessus, tu vas pouvoir y faire pousser des plantes qui ne pourraient pas pousser s'il n'y avait pas les pierres. Tu vois, moi, par exemple, je vois le truc c'est Polzer, là, il y a des super vidéos sur internet sur ce qu'il a fait. Lui, il fait ça en très très grand, une retenue d'eau, donc lac, des rochers derrière côté nord. Et autour de ça, il fait pousser des courges en pleine montagne en Autriche. Le soleil va faire chauffer les pierres, va se refléter sur l'eau, va encore plus faire chauffer les pierres. Avec l'humidité en plus de l'eau à côté, tu crées un microclimat qui est incroyable. D'accord, tu vois, je pensais au contraire que ça allait trop assécher. Et... Non, du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça t'a apporté de créer des mares au Jardin des Merveilles? Ouais, de la vie. Oh, regarde, il y a une libellule là. Ah, c'est magnifique. Au moment où on dit ça, donc voilà, j'ai réussi à l'avoir. La réponse en image. Donc ce que ça m'a apporté, de la vie déjà. Donc comme je disais tout à l'heure, moi ce que je veux, c'est de la vie dans mon jardin. Sans eau, il y a moins de vie. Il y aura d'autres choses, hein. Sur des milieux arides, il y a de la vie quand même. Dans les déserts, il y a de la vie. Tu rajoutes un point d'eau, tu rajoutes une oasis au milieu du désert, tu multiplies par 1000 le nombre d'espèces vivantes sur le lieu. Là, du coup, moi, ce que ça m'a apporté, des grenouilles, des libellules, des tritons, des salamandres, des crapauds. Ça régule beaucoup les ravageurs, entre guillemets. Parce que les grenouilles vont manger certains les tipules, les larves de moustiques qui font le ver gris, là, qui bouffent les salades et compagnie. Les grenouilles bouffent les tipules, donc ça régule ça. Ça c'est juste un exemple, il y en a plein. Ça apporte de la vie et le fait qu'il y ait de la vie, ça va tout réguler. Biodiversité, équilibre. Donc ça apporte ça, et puis le côté esthétique, c'est génial. Le côté microclimat, ça va rapporter un peu d'humidité, ça aussi c'est pas inintéressant. Et puis, ouais, le côté un peu, moi, enfant, je pouvais passer des heures à côté d'un bassin pour observer ce qui s'y passe. Là, aujourd'hui, encore, même en ayant grandi. Plus grand enfant. Voilà, il y a même des petits poissons. Alors ça, c'est le seul bassin dans lequel j'ai mis des poissons. J'ai toujours refusé de mettre des poissons dans mes bassins. Dans celui-là, j'en ai mis, c'est des... tu vois, j'ai toujours pas le nom. À chaque fois que je veux le dire, je le perds. Des poissons. Ça me reviendra. Je sais que tu auras la réponse. T'as mis quoi en plantation? Je vois des plantations. Je sais pas le nom de celle-là. Non, mais tu vois, non. Rémi. Je ne sais pas tout. Non, ce que je sais, c'est que c'est une plante oxygénante et qui va stabiliser un peu le taux d'oxygène dans l'eau. Mais pareil pour les poissons, je ne sais plus leur nom, mais ce que je sais, c'est que c'est des poissons qui ne vont pas faire plus gros que ça, 2-3 cm, qui mangent des larves de moustiques, qui ne vont pas trop manger tout ce qui est larves aquatiques, qui ne vont pas trop manger ce qui est autres insectes aquatiques que j'ai envie de garder. Et ils sont assez petits pour devenir eux-mêmes des proies de larves de libellules, larves de litiques. Donc ça rajoute juste un élément de plus dans l'écosystème de la mare. Et ça ne va pas tout bouffer. Moi, par exemple, je ne veux pas une mare avec des poissons rouges dedans, par exemple. Poisson rouge qui peut devenir gros comme ça, ou les carpes koi. Alors c'est super joli dans un bassin, mais quant à ça, c'est beaucoup plus dur d'avoir un équilibre. Ça va bouffer beaucoup de vie dans la mare, et au final, tu vas avoir quasiment plus que ça. Donc ça, non. Par contre, des poissons qui restent petits et qui font partie de l'écosystème, oui. En plus, c'est des trucs qui sont adaptés à nos zones tempérées. L'hiver, ils vont se cacher sous la glace, et ils survivent. Du coup, tu n'es pas obligé d'en rajouter tous les ans.
Donc voilà, c'est un test, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, mais voilà, je vois qu'ils s'y plaisent. Ouais, là j'ai vu pendant que j'étais en train de t'interviewer, tiens regarde, il y a une grenouille juste là, elle me regarde. Comment elle veut faire sa star. Ouais, non, mais il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup d'insectes là-dedans. T'en as fait combien des mares? T'en as plusieurs il me semble. Ah ouais, j'en fais à peu près une tous les ans. Ça c'est une pareil qu'on a fait pendant un stage de permaculture. Il y en a une autre, du coup on va pouvoir avancer un peu. Ouais. Donc celle-là, elle a un an et demi quasiment. Là, il y en a une qui a un an de plus. D'accord. Et tu vois la différence? Ah ben ouais. Ouais, complètement, ouais. L'écosystème. Tiens, regarde là comment ça grouille là. Alors là, il y a de la consoude par là, il me semble. Consoude, du chisseau, mais une autre variété de chisseau, un cerisier nain, un autre cerisier nain là-bas, ragouminier. Là, c'est la zone des sureaux, après il y a des petits sureaux derrière. De la menthe beaucoup. Alors la menthe, on voit que ça apporte de la vie, là ça grouille de papillons de partout. Pourtant, alors il me semblait que la menthe repoussait certains insectes, on dit souvent. Ouais, je suis pas sûr. Non, elle va pas repousser, elle va perturber l'odorat de certains insectes qui se repèrent à l'odeur. Si les moustiques ils sont attirés par une certaine odeur de sueur et qu'on se passe de la menthe ou de la citronnelle, ils vont pas nous sentir, donc ils vont pas être attirés. Ça va les repousser, pour les moustiques là ça les repousse. Certains ravageurs qui vont, pour s'accoupler, le mâle doit repérer la femelle à l'odeur. Mettez au pied de vos arbres qui sont ravagés comme ça, de la tanésie, de la menthe, de la mélisse, des plantes aromatiques. Ça ne va pas les empêcher de se reproduire, mais ça va freiner un petit peu. Les mâles ils vont sentir plein d'odeurs et puis bon, de temps en temps ils vont sentir une femelle, ils vont y arriver quand même, mais beaucoup moins que s'il n'y avait aucun parfum qui les perturbe. Du coup ça sert plus à perturber un petit peu certains insectes, mais les fleurs par contre ça en attire beaucoup d'autres. Donc intéressant. Oui, la tanésie, c'est toi qui me l'avais conseillé, je me rappelle. Ouais. Bon, à faire attention, hein. J'ai aussi des amis qui ont un lieu sur lequel ils ont fait un verger ou un potager et ils ont mis de la tanésie un peu partout. Ouais. Bon, le projet s'est pas super bien passé, ça a été un peu à l'abandon pendant un an ou deux le terrain. C'est reparti après, ils ont voulu refaire des choses sur ce terrain. Et ils ont eu du mal. Et la tanésie, elle avait pris toute la place. C'est une terre qui avait été bien enrichie pour le potager, tout ça. Et ben, ils ont arrêté d'y faire du légume. Par contre, la tanésie, elle s'est régalée. Elle a pris toute la place. Et on ne peut pas la faucher et en faire un paillage, par exemple? Si, tu la fauches, tu en fais un paillage, mais elle repousse. Ah, oui. Et tu veux y mettre d'autres trucs, mais elle repousse. Mais après, voilà, selon ce qu'on veut y faire, il faut... C'est un des principes, ça aussi, en permaculture, non, d'un inconvénient, tu en fais un avantage. Si tu as un problème, tu essayes de retourner le truc à ton avantage et de l'utiliser. Et du coup, pourquoi pas, dans cette zone pleine de tanésie, y faire un verger. Les légumes, tu oublies parce que la tanésie va un peu déborder. Par contre, y faire des arbres fruitiers, voilà, ça peut être top. Ouais. Ils seront bien protégés. Ouais. Ah, c'est la seconde marque qui a un an de donc, un peu plus vieille, celle-là, ouais. On voit que la plante que j'ai mis là-bas, donc celle-là, dont je ne sais toujours pas le nom. C'est d'homme? Non. C'est d'homme, tu t'en as un peu en bordure. Non, là, tu as des joues-barbes. Ah ouais. Oh, petit chou. Donc là, moi, c'est juste des branches de là que j'ai pris, que j'ai balancé là-bas. Donc dans un an, ça devrait ressembler à ça. Okay. Donc là, on voit que ça commence à être beaucoup plus fermé. Ça va attirer, donc forcément, quel que soit le type de végétation, ça va attirer des choses différentes. Il n'y en a pas une qui est bien, une qui n'est pas bien. Une mare complètement ouverte avec beaucoup d'eau libre. Alors, quand je dis ouverte, c'est-à-dire avec beaucoup moins de plantes. Tu vas avoir beaucoup de géris par exemple. Alors juste pour donner une idée de comment ça marche. Le géris, c'est les araignées d'eau. C'est les petits trucs qui vont sur l'eau. Oui, ceux-là, pour communiquer, ils sont sur leurs pattes arrière, ils ont leurs pattes avant libres. Et pour communiquer entre eux, les mâles et les femelles, ils tapent sur l'eau pour faire des vibrations et ils communiquent comme ça. Donc là, on comprend bien que dès qu'il y a des plantes comme ça, ils ne peuvent plus communiquer. Et donc se reproduire. Et du coup, moins se reproduire. Donc ils sont moins attirés par ce genre de zone-là. Tout ce qui est insectes ou animaux aquatiques qui ont besoin de lumière sous l'eau, dès qu'il y a de la végétation dessus, s'il y a beaucoup de lentilles, ils vont avoir moins de lumière, donc ça va créer un écosystème différent. Il n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'autre. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'en avoir le plus possible. Ça, c'est un peu ce que je dis quand je parle de biodiversité. Il y a 3 niveaux de définition de la biodiversité. La biodiversité interspécifique entre les espèces, plein d'espèces différentes. La biodiversité intraspécifique, c'est-à-dire dans chaque espèce, beaucoup d'individus différents. Et des mondes qui me marchent dessus là. Et la biodiversité écosystémique, ça veut dire plein de milieux différents dans ta zone. Écosystème, c'est une zone plus les êtres qui l'habitent. Une mare, c'est un écosystème. Une haie, c'est un écosystème. Une forêt, c'est un écosystème. Un océan, c'est un écosystème. Un rocher est un écosystème. Un rocher dans une mare peut être un écosystème. Un rocher dans une prairie sèche, c'est un autre écosystème. Donc voilà, c'est des zones définies avec des êtres définis. Plus tu en as de différents dans une zone, plus tu vas avoir une richesse de biodiversité. Plus tu as une biodiversité qui est riche, plus tu vas avoir d'équilibre.
Et là, on voit bien l'équilibre. Il y a quand même il y a au moins 100 plantes là, tout autour. C'est dingue. Ouais, et puis la zone autour est assez riche du coup. Ouais. Alors ça, c'est quelle consoude? C'est pas celle que tu m'avais... Celle-là, c'est la grande de Russie. D'accord. La classique, la variété botanique sauvage, on va dire. C'est de celle-là qu'on a isolé un cultivar qu'on appelle la Boking 14, que les permaculteurs connaissent bien, qui est plus vigoureuse, qui ne se ressème pas. Alors moi perso, celle-là, je ne l'ai jamais vue se ressemer, donc c'est pas ça le gros avantage. Par contre, au niveau de la vigueur, ouais, la Boking 14, au début, quand j'ai commencé à en cultiver, je me suis dit, bon, pas beaucoup de différence. Quand j'ai commencé à faire des boutures, tout ça, c'est la Boking 14, tu prends une racine, tu fais des rondelles avec tic, tu balances tes rondelles comme ça et tu as de la consoude partout. Et la consoude, ça apporte quoi, entre autres, dans un terrain? Ah oui, alors ça, je ferai un jour une vidéo là-dessus parce que là, on peut faire une vidéo entière là-dessus. Ça apporte quoi? Ça apporte trois pôles différents. Alimentaire, donc tu peux la manger. Ah bon? Parce qu'on m'a dit, attention, n'abuse pas de la consoude. Oui, il ne faut pas en abuser. Alors ça, c'est comme beaucoup d'aliments, il ne faut pas manger un saladier par jour de consoude. Il y a un alcaloïde, je ne sais plus lequel, mais un certain alcaloïde qui est contenu dans la consoude. Ouais. Il ne faudrait pas en abuser, effectivement. Dans la racine, c'est surtout là que c'est concentré, donc on ne mange pas la racine, pas de souci. Et quelques feuilles de consoude mangées de temps en temps. Jaune, c'est meilleur. Vieux, c'est filandreux tout ça, donc c'est moins intéressant. Mais voilà, les jeunes feuilles là, bien tendres, ça, on peut faire des beignets, on peut mettre ça dans les soupes, les omelettes, les tartes, on peut faire plein de choses avec. T'en consommes toi-même de la consoude? Ah bah oui. Oh bah ça va, tu tiens debout donc. Ouais, non mais c'est ça. Après, bien sûr, il y a un truc qui est toxique dedans. C'est un alcaloïde. Alcaloïde, il y en a plein qui existent. Il y en a un par exemple, c'est la nicotine. Est-ce qu'on dit qu'il faut arrêter de fumer des cigarettes ou est-ce qu'on essaye de dire à tout le monde d'acheter des cigarettes parce que ça rapporte des sous? Ou fumer de la consoude alors. Et ouais, voilà. Mais la nicotine, c'est beaucoup plus dangereux, je pense, que celui qui est dans la consoude. Et pourtant, il y en a qui vont dire que la consoude, attention, ne mangez pas les beatniks qui disent qu'il faut en manger alors qu'en fait, elle est toxique. Non, laissez les beatniks à manger. Non mais voilà, je dis beatnik, je me considère étant un beatnik aussi. Non voilà, du coup alimentaire super intéressant, on va essayer de pas trop divaguer. Ouais. Médicinal super intéressant aussi, donc en plus de cet alcaloïde, elle contient des molécules qui sont cicatrisantes. Donc la consoude, le mot vient de là, la consoude c'est la plante qui soude. Donc pour les fractures, les déchirures musculaires, les plaies et compagnie, hyper intéressant. Bon, j'ai entendu pas mal d'histoires du genre, si tu as une fracture et que tu vas direct faire des cataplasmes de consoude, ça va ressouder trop vite. En cataplasme alors, d'accord. Par exemple, en alimentaire ça marche aussi, en baume tu peux faire de la pommade avec les racines, tu as plein de façons de faire. Ça peut être trop efficace. Tu as une plaie, tu vas te mettre de suite un cataplasme de consoude, ta plaie va se refermer alors que c'est infecté en dessous, ça va te faire un abcès et ça ne marche pas. Donc voilà, très cicatrisant, très efficace. Et le dernier intérêt, c'est au jardin. Ça a un enracinement, une racine pivot qui va descendre assez profond, qui donc va remonter des minéraux qui sont profondément dans le sol et pour le remettre en surface, et notamment de la potasse. Donc potasse, azote, phosphore, potassium, pour ceux qui savent un peu les engrais NPK, voilà, pour ceux qui connaissent, la potasse c'est le K. C'est intéressant pour tout ce qui est floraison, fructification. L'ortie en parallèle, ça va être intéressant pour l'azote. Azote c'est pour tout ce qui est feuilles. Du coup si tu utilises de l'azote, de l'ortie pour avoir l'azote et de la consoude pour avoir la potasse, tu vas être bon pour tout ce qui est feuilles, fleurs, fruits, du coup tu vas avoir tout ton cycle qui va être fait. Donc avec ça on peut faire... Dans le traitement choc extrême, on peut faire des purins de consoude. Ça, moi, je ne pratique pas, ce n'est pas mes méthodes. Ou alors l'utiliser en paillage. Parce qu'en fait, je dis que je ne l'utilise pas, je vais expliquer pourquoi. Si tu fais un purin de consoude, tu vas minéraliser un petit peu ta potasse, tu vas la rendre directement assimilable par les plantes. Sauf que les matières minérales, c'est que les plantes qui les prennent. C'est-à-dire que si tu en mets un peu trop, ta plante, soit elle va réussir à tout prendre, elle va cramer, soit elle ne va pas tout prendre et ta matière minérale elle va descendre dans ton sol jusqu'aux nappes phréatiques et ça devient un polluant. Du coup, pour moi, c'est trop risqué. Par contre, dans la nature, c'est pas ça qui se passe. Tes feuilles vont se décomposer dans le sol. Ta potasse qui est contenue dans les feuilles, qui a été remontée de la profondeur par la plante, elle va se décomposer sur le sol par la vie du sol. En fait, c'est la vie du sol qui va décomposer ça à un rythme naturel pour le rendre assimilable aux êtres vivants du sol. Et en dernier relais, la plante va le reprendre et la boucle est bouclée. Et ça, c'est un cycle naturel et il n'y a pas de perte dans un cycle naturel. Il n'y a jamais de pollution. Enfin, la nature, la forêt, elle ne sait pas polluer. Les plantes, elles ne savent pas polluer. Juste là. Ah, c'est magnifique. Ah, mince, ouais. Mince. Libellule déprimée, hein. On se fait perturber par la libellule déprimée. Merci Rémi, parce que là c'est une petite parenthèse, mais c'est fou, ça pourrait être juste un épisode, rien que ça. Ouais, mais je te dis, il y a un épisode à faire sur la construction. Et on va arriver à finir le jardin, mais vu qu'à chaque fois il y a 1 milliard de choses intéressantes. Mais non, mais c'est. T'as voulu, hein, c'est toi qui as demandé. Mais j'ai chargé à mort la batterie parce que je me suis dit, Rémi est passionné et peut-être moins bavard que moi, sûrement, quoique.
Non, mais c'est vrai que c'est. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Rémi, ça m'a fait bizarre. Il m'a dit je connais pas beaucoup de gens qui parlent plus que toi, donc c'est vrai que ça m'a étonné. Rémi, ensuite, on est. Alors là, on a passé la marque parce que je vais essayer de reconstituer après dans le montage. Est-ce qu'on pourrait aller voir? Là, il y a beaucoup de structures, donc ça doit être des. Là, on est sur la zone potagère en fait, donc je sais pas si j'expliquais tout à l'heure. Donc là, le sud est là-bas, plus on remonte, plus on a des arbres qui sont grands derrière. Et plus on est ici, plus il n'y a pas d'arbres et que des choses basses. Et donc là, c'est la zone potagère, c'est là où on fait pousser du légume, c'est l'endroit où la terre est le plus riche, la plus profonde, donc c'est là qu'on fait nos légumes. Donc là, c'est la zone tomates, courgettes, maïs. On va avancer, on va voir. Alors, structure en bambou, c'est du bambou du coin du bambou de la bambouserie qui est à 1 km à vol d'oiseau, plus bas, par là-bas. Donc ouais, je sais pas si tu vois la hauteur qu'ils font. Soit c'est ramené à plusieurs sur le dos, soit c'est dans le camion avec 10 mètres de bambou qui dépassent derrière. J'en montre là, qui peuvent aller très haut. Excellent. Puis ça repousse. T'en coupes un l'année d'après. Ouais, ça marche. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de traverser par là. Alors là, t'as une machette? C'est impressionnant. Donc, ouais, comme je disais, moi, le but c'est quand même de supprimer au maximum l'herbe. Donc là, en dessous, il y a encore de l'herbe. Si on va voir, là, entre les zones, l'herbe déjà, elle est à l'ombre des grandes plantes, donc elle pousse un peu moins. Et moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, je vais le faire en démo direct. Là, par exemple, tu vois, on a de la laitue, une laitue sauvage qui a déjà fait ses graines. Donc, hop, les graines, ça y est, ça va pousser partout. Elle, j'en ai plus besoin, elle me gêne. Qu'est-ce que j'en fais? Hop, je la coupe, hop, et je mets ça au sol. Là, dans l'allée. Bon, je vais pas tout faire, mais bon, on voit bien l'idée. On met ça dans l'allée, on marche dessus. Et ça apporte de la matière organique dans l'allée parce que j'en ai pas besoin pour l'instant ici, c'est paillé. Si j'avais besoin de paillage sur l'allée, sur la zone de culture, pareil, je la mets ici. Et si un jour j'ai besoin de plus de matière organique là-dedans, je gratte un peu ça qui s'est décomposé dans l'allée pour le remettre sur la zone de culture. Et en gros, tout reste sur place. Il n'y a pas besoin d'amener ça au compost, de faire du compost, de ramener le compost. Tout se fait ici sur place. Et en plus, là, c'est des éléments qui ont été cherchés dans le sol en profondeur ici. Il n'y a pas de raison de la ramener là-bas pour la ramener ici, tout reste sur place. Donc tu attends que ça monte en graines d'abord pour que ça puisse se reproduire d'année en année? Pas forcément, ça dépend. Là c'est une laitue, la laitue ça se mange quand c'est jeune au printemps, donc celle-là je veux qu'elle graine. Si c'est, je vais pas en trouver, je cherche un exemple de plante que j'ai pas envie d'avoir, mais non, elles me plaisent toutes. Mais si c'était une plante que j'ai moins envie d'avoir, je vais pas attendre qu'elle graine, c'est dès qu'elle commence à faire sa fleur, là je la coupe, je la mets au sol. Mais voilà, donc là je la laisse grainer parce que c'est intéressant pour la graine et c'est aussi intéressant par rapport au côté lignification de la plante. Plus la plante est vieille, plus le rapport carbone-azote, on va pas aller trop dans les détails là-dessus, mais plus c'est développé, plus il y a de carbone, moins il y a d'azote. Le but c'est pas d'apporter de l'azote pour faire de l'engrais, le but c'est de monter le taux de carbone dans le sol pour nourrir les champignons qu'il y a dans le sol, pour que ça soit plus équilibré. Donc plus... Les champignons. Ouais. La lignine, la cellulose des plantes, ouais, donc c'est riche en carbone. Après le carbone, c'est le composant essentiel de toute matière organique. Mais la lignine, ouais, nourrit surtout les champignons. C'est les seuls êtres vivants qui savent décomposer la lignine. D'accord. Allez, on rentre dans la jungle. Donc ouais, t'as des courgettes, des tomates, quelques arbres fruitiers. Alors tiens, regarde par là-bas. Alizé, coucou. Une belle plante. Tu peux montrer? Non, bouge pas, montre à côté. Donc la grande ronce là qui pousse. Oui, là je la vois. Ça, c'est encore une autre variété. Ça, c'est la triple crown qui fait pas d'épines et qui fait des mûres super bonnes. Géante, je crois aussi. Ouais, voilà, il y en a quelques-unes. Ouais, il y en avait une. J'ai triché, j'ai en goûté une. Mais voilà, ouais, ça c'est le genre de roses que je plante ici qui se développent très très bien. Là, à partir de la deuxième année en place, il n'y a plus besoin de l'arroser. Celle-là, elle va chercher l'eau bien là où il faut. Et puis après ça pousse tout seul, il y a juste à la réguler un petit peu, à la rabattre. Donc là la structure en bambou, toujours pareil, c'est pour la faire pousser dessus. Okay. Là les bambous ici c'est pour y accrocher des ficelles pour faire monter les tomates dessus. Là-bas c'est plus pour que la ronce s'attache dessus. Je te piquerai l'idée des bambous. Ah vas-y, ouais. Bon après je te fais pas le détail de toutes les plantes qui poussent, en plus des tomates, là tu as des physalis, de la poire melon. Là-bas il y a du tomatillo, des tagettes au milieu, des tournesols là-haut qui font un peu d'ombre, qui ramènent des graines pour les oiseaux. Un certain grand chef m'a dit que ça s'appelait aussi l'amour en cage, la physalis. Explique-nous pourquoi. Alors c'est une physalis qu'on appelle l'amour en cage. Physalis, botaniquement, c'est un genre qui contient plusieurs espèces. Là, celui-là, alors je sais même pas si ça c'est même pas physalis, ça si. Tomatillo, est-ce que c'est physalis? Si, ça doit être physalis.
ok, allez, chercher à confirmer, oui, elle confirme. Après, tu as le Physalis pruinosa, la prune des Incas, celle qu'elle a. Alors attends, celle-là Qui se mange, ouais, bon là il n'y a pas de fruits mûrs encore dessus. Et puis il y a l'amorancage, ça c'est celui qui est ornemental, qui a l'enveloppe orange avec la boule rouge à l'intérieur. Qui se mange aussi. Le fruit n'est pas toxique, mais il n'a aucun intérêt à être mangé. Enfin, pas grand intérêt quoi. Pourquoi l'amour? Pourquoi l'amorancage? Alors la question, tu veux une vidéo vidéo longue toi. On est parti là. Pourquoi l'amorancage? Parce que la boule rouge à l'intérieur symbolise l'amour et que c'est contenu dans cette espèce d'enveloppe qui, si on le laisse passer l'automne, l'hiver, comment dire, la membrane va se décomposer, il restera juste les petites nervures qui va faire une petite cage avec la boule rouge. Et donc, dans le langage des fleurs, cette plante, si on l'offre à quelqu'un, on peut l'offrir à deux stades différents. On peut l'offrir avec l'enveloppe orange autour et cette boule à l'intérieur qu'on ne voit pas du coup parce qu'il y a cette enveloppe orange autour. Dans le langage des fleurs, donc le langage des fleurs, c'est on offre une fleur à quelqu'un et puis il y a un message dans la plante. Si on l'offre à ce stade-là, ça veut dire je te propose un amour mais discret, il ne faut pas que ça se voit. Parce qu'on ne voit pas la boule. C'est de libertinage quoi. Ouais, j'appelle ça comme tu veux. et si tu l'offres à l'autre stade où c'est la membrane qui s'est décomposée avec juste la cage avec la boule rouge à l'intérieur qu'on voit, là ça veut dire l'amour en cage, ça veut dire je te veux à moi et à moi seul et tu seras... J'en ferai dans tu mon seras à jardin. moi. J'en distribuerai. À quel stade tu les offres? C'est énorme. Et alors là on est par rapport... Attends, parce que tu parlais de zonage. On voit au fond, là tu considérerais qu'on est dans quelle zone? Parce qu'on en parlait autant qu'on le... Là on est dans la zone potagère, donc les arbres plus grands ils sont plus par là-bas. Ici il n'y a pas trop d'arbres. Alors je dis pas trop parce que c'est pas du tout, il y a quand même... la zone elle est ensoleillée, mais vu que j'ai pas envie d'avoir trop de grandes zones dégagées sans arbres, j'ai envie que le vent s'incruste pas trop ici et qu'il reste quelques arbres. Donc du coup par exemple tu vois là il y a un pêcher. Pêcher, ouais, pêche de vigne, ouais. Pour moi, c'est pas mûr encore. Donc celle-là, on ne pourra pas les goûter, mais ouais, on va en avoir quelques-unes. Moi, j'étais venu pour me gaver. Qu'est-ce qu'on a? On a des amandiers derrière, des pruniers par là, des arbousiers là-bas. Là, la zone où il y a tous les bambous, c'est du kiwi qui pousse dessus, donc ils ne sont pas encore assez hauts. Il y a de la vigne, une vigne là-dessus. Exalta, c'est fait du raisin sans pépin pour ceux qui connaissent. Et là, on est quoi? On est à 50 mètres alors, et c'est zone quoi Alors au niveau du zonage, moi tout est particulier, il n'y a rien de complètement défini, pour chacun fait un peu comme il veut. Pour moi, on est encore dans la zone 1. D'accord, ok. Puisque c'est pas la distance qui va définir la zone, c'est le nombre de fois que tu vas dans la journée. Comme je disais tout à l'heure, si tu vas 2 fois par jour dans ta zone, c'est une zone 1. Et du coup, dans ta zone 1, ça veut dire si tu vas rajouter un élément qui a besoin d'être présent 2 fois dans la journée, tu le rajoutes dans ta zone 1. Et si tu n'as pas assez de place, eh bien, tu le rajoutes dans ta zone 2, mais du coup, cette partie de la zone 2 devient zone 1. Donc c'est le nombre de fois où tu vas dans cette zone qui va définir qu'est-ce que c'est. Et vu que moi j'adore faire le tour du jardin le matin, j'adore faire le tour du jardin le soir, et du coup on est encore dans la zone potagère, donc zone 1, zone 2 sur certaines périodes, mais plutôt zone 1. Après, je sais pas si tu vois, moi ma parcelle, elle va jusqu'à l'arbre qui est au fond là-bas. Donc ceux-là, ils sont vraiment en bordure. Ma haie, mon jardin, moi, s'arrête ici là. Et l'arbre qui est là-bas, il est à 10 mètres. Donc là, la haie entre chez moi et chez le voisin, elle fait 10 mètres de large. À l'intérieur de cette haie, on ne va pas y aller là parce qu'on est trop nombreux, mais il y a un petit chemin, là, on peut y accéder par là et peut-être par le bout. Ça m'arrive de temps en temps d'y aller. Comme je dis, la zone 5, c'est la zone dans laquelle on ne va pas, ou en tout cas on ne va pas travailler, on peut y aller observer. J'aime bien avoir des zones sauvages dans lesquelles je puisse aller observer comment ça se passe dans la nature, parce que souvent on s'aperçoit qu'on fait tous les efforts du monde pour que ça pousse et ça pousse pas, alors que quand on fait rien ça pousse. Et du coup l'idée c'est d'avoir une zone sauvage pour aller observer comment ça s'y passe. Donc Mike qui fait 10 mètres de large, j'y vais de temps en temps, voir qu'est-ce qu'il vit là-dedans, ça peut être intéressant. Ça a bien poussé déjà, depuis l'année dernière encore. Ouais, bah là cette zone elle est un peu nouvelle. Donc là, il y a déjà des trucs de 2,50 m. Ouais, vas-y, on va aller là-bas qu'on voit un peu. C'est des tournesols géants, un truc comme ça, non? C'est pas du géant celui-là, non, le géant il fait plus grand que ça. Il est encore plus grand. Ouais. Et là, alors du coup, tiens, juste un petit détail sur cette petite zone de consoude au milieu. Ça, c'est un truc que j'avais vu moi chez les maraîchers en Belgique. Ils ont des rangs, alors un peu comme ici, donc il y a des rangs de culture, un taxe sur les côtés de culture maraîchère, et des haies au milieu remplis de consoude, après des arbres au milieu, mais surtout plein de consoude, dans le but de, tiens, moi j'ai envie de créer cette zone, de préparer cette zone pour planter, il faut pailler. Et on fauche la consoude pour repailler, on fait la culture,
quelques semaines, quelques mois après, la consoude a repoussé, ça refait de la matière pour apporter autour. Donc on a une zone centrale pour apporter de la potasse sur les côtés. On pourra avoir, comme on a sur certaines zones, des zones d'ortie et tout ça sur place. On n'a pas besoin d'aller un peu plus loin chercher notre matière, ça pousse au milieu des zones de culture. Donc ça, une fois que tu as fauché cette zone, tu peux replanter tout de suite après ou tu te sers juste du paillage pendant la... Replanter quoi? Replanter là-dedans? Des choses, ouais. Après, une fois voilà, que j'y planterai, moi c'est la consoude qui pousse ici. Après si, on pourrait y planter, on pourrait y mettre un arbre ou deux là, dans ces trucs-là et qui monterait au-dessus. Juste rien qui fasse concurrence à la consoude ici et rien que j'ai besoin de faire attention pour faucher ma consoude. Moi j'ai besoin de... là, j'ai pas les outils qu'il faut sur moi, mais là il suffit d'un couteau. Hop, tu passes, crac, crac, un coup de couteau, tu récupères ces feuilles. Ouais. Il y en a qui font la tondeuse, ça m'arrive de faire la tondeuse aussi, un coup de tondeuse dessus, comme ça tu broies vraiment fin, tu mets ça sur ton sol. Selon comment tu vas faire, ça va avoir différents intérêts, c'est toujours pareil, c'est soit tu fais à la tondeuse, du coup tu vas broyer ça et tu vas mettre ça sous un paillage pour pas que ça sèche trop vite, ça va se décomposer très rapidement et apporter de la potasse rapidement. Ou alors tu veux juste que ça fasse un isolant au-dessus, donc tu gardes tes feuilles entières, tu les mets en surface et là ça va faire un paillage qui sera encore un peu plus durable. Donc selon comment tu fais, ça va avoir différents intérêts. Et le truc c'est surtout d'avoir cette zone où il n'y a que de la consoude pour que régulièrement on puisse faucher ça, laisser repousser. Il fait bien chaud aujourd'hui. Ouais, hein, ça cogne. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que ça cogne chez toi, mais ça reste bien vert comparé à chez moi où il y a tout qui crame. Mais c'est parce que je pense que la concentration de tout fait un peu d'ombre à ça. C'est ça. L'idée de mettre des arbres assez grands pour pas que le vent vienne trop s'engouffrer en bas, c'est pour créer ce microclimat. Plus il y a de végétation qui est haute, plus tu auras un écosystème épais, on va dire. Et plus c'est épais, plus en bas c'est humide. Les arbres qui vont avec leurs racines en profondeur et faire de l'évapotranspiration par leurs feuilles dégagent de l'humidité ici. Plus il y a d'arbres, plus il y aura d'humidité dans l'air, plus ça va couper le vent qui assèche, plus ça va pouvoir pousser en dessous. Donc ça, ça fait partie des trucs pour que les légumes arrivent à pousser derrière. Faire pousser des légumes dans une prairie en plein vent, en plein soleil, ça marche moins que faire pousser des courges par exemple en lisière de forêt. Tu vois, tu peux avoir la forêt en arrière, côté nord, les courges en lisière, comme ça les courges elles sont en plein soleil, mais elles ont le vent frais de la forêt derrière qui leur permet de pas... Tu plantes selon les vents dominants et tout, tu fais un peu avec ça ou... Mon design prend en compte les vents dominants. Ouais. Après, je ne suis pas super bon par rapport à ça encore. Tu vois, par exemple, la plupart des vents viennent de l'ouest, c'est pas encore là-bas qu'il y a les plus épaisses. Mais l'idée, ça serait au moins tout le tour de faire des coupe-vents, brise-vent, pas forcément coupe-vent, pour calmer un peu les vents et garder plein d'arbres sur la zone pour pas que le vent vienne s'engouffrer en plus derrière, que le vent reste un petit peu en haut. Ça se réfléchit, ça se calcule un peu ça, ouais. Rémi, pendant qu'on va changer de zone ou d'endroit, je vais te poser une question. Mon sol, il y a du genêt, il y a des fougères. C'est quel type de sol, si tu connais un petit peu? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon sol? Parce que mes légumes poussent très mal, mais par contre, les arbres à noyaux fonctionnent bien. Ouais. Donc, est-ce que ça te parle un petit peu ce genre déjà, si tu as des genêts et des fougères, c'est que tu as un sol acide. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle les plantes bioindicatrices. Elles vont t'indiquer, selon quel type de plante pousse, ça va t'indiquer quel type de sol tu as. Et ça va t'indiquer sur quoi tu peux partir. Okay. On peut pas, pour moi, il ne faut pas penser qu'on peut changer son sol. Si on a un sol qui est trop calcaire et qu'on veut faire du petit fruit, c'est pas en paillant avec des aiguilles de pin qu'on va rendre un sol acide pour pouvoir faire pousser des petits fruits qui aiment un sol acide et pas un sol calcaire. Donc on s'y adapte. Après, qu'est-ce que tu peux faire pour l'améliorer ton sol, vu que là on parle surtout en général de potager, de plantes fruitières ou tout ça. Ça aime les sols neutres ou légèrement acides. La matière organique, en se décomposant, va acidifier un peu le sol. Donc plus, même si tu as un sol qui est pas trop calcaire quand même, mais un peu calcaire, plus tu vas y rajouter de matière organique, plus tu vas acidifier ton sol et le rendre fertile pour des plantes potagères qui vont aimer les sols un peu légèrement acides. Ça a une limite, ça quand même, parce que si tu as un sol qui est trop calcaire, et que tu arrives à acidifier ta surface, tu ne vas pas pouvoir y planter des arbres qui aiment les sols acides parce que ta zone acide elle va être en surface. Là où le sol se mélange un petit peu en dessous, il est encore un peu acide mais de moins en moins. Et puis en général, si tu as un sol calcaire, c'est parce que ta roche-mère en dessous est calcaire. Donc ton arbre, une fois qu'il a ses racines qui vont descendre en bas et qu'il va arriver dans la roche calcaire, et ça ne va pas lui plaire. Donc l'idée c'est quand même de s'adapter à son sol. On peut l'améliorer, on peut faire en sorte qu'il y ait toujours pareil. Plus il y aura de matière organique, plus c'est très intéressant. Donc on peut faire en sorte que ça s'améliore de ce côté-là, mais on ne peut pas changer un sol. Si en profondeur ton sol c'est un sol calcaire,
ben, tu vas devoir t'adapter à ton sol calcaire. Tu ne vas pas forcément pouvoir faire beaucoup de petits fruits, tout ça. Alors autrement, tu me conseilles de planter quoi chez moi si j'ai donc du genêt, de la fougère, qu'est-ce qui se plaira? Là, tu peux t'adapter, te dire par exemple si telle plante de telle famille elle pousse bien à cet endroit-là, comme moi je disais tout à l'heure pour les ronces, j'ai vu que sur mon terrain il y a beaucoup de ronces qui poussent, eh ben, je vais y faire pousser des mûres et d'autres types de ronces. Si toi tu as beaucoup de genêt, par exemple c'est une légumineuse, eh ben, tu vas pouvoir te dire là il y a les légumineuses qui vont pousser. Les pois, les fèves? Par exemple, ouais. Donc tu t'adaptes à ce qui pousse et tu te dis que ce genre de plantes vont pouvoir pousser. Et après, bah, plus tu vas mettre de matière organique, plus tu pourras élargir le spectre, le genre de plantes différentes que tu pourras pousser. Ça c'est intéressant. Imaginons donc j'ai des solanacées qui poussent bien sur mon terrain. Enfin, je dois identifier les plantes. Je regarde de quel type de plantes ils viennent et après je mets des... C'est un truc qui marche souvent. Ça ne marchera pas pour tout. Des fois tu as des plantes dans la même famille qui n'ont pas les mêmes besoins. Mais souvent ça s'y retrouve. Si dans ta haie tu as beaucoup de prunus, de pruniers, comment on appelle ça ici, de l'épine noire, là, de la prunelle qui pousse, ouais. Et ben, tu peux te dire que là les pruniers ils vont bien pousser. Là tu vois, juste derrière toi, là il y a de l'églantier, mais juste derrière c'est du prunelier sauvage. C'est bien, ça fait des belles haies défensives et tu peux là il n'y a rien qui passe à travers. Donc là-bas derrière c'est du prunelier, mais juste devant toi c'est du prunier. Donc tu vois le prunelier derrière il pousse bien et le prunelier, pouf, il a trouvé son bonheur. Ok, et j'ai beaucoup de cerisiers qui poussent, cerisier, merisier, guigne. C'est pareil, ça indique ce genre de sol? Alors, le type de sol que ça indique, ça, je ne sais pas forcément, mais en tout cas, ça indique un sol qui va bien aller pour tout ce qui est rosacées, parce que ça, c'est famille des rosacées. Donc, pour beaucoup de fruitiers, ça va être bien. Et puis, en plus, si tu as des cerisiers sauvages ou merisiers qui poussent, porte gaffe. Si tu veux plus avoir ton merisier, tu le coupes et tu greffes quelque chose dessus, du genre autre cerise ou prune. On peut mettre des prunes sur cerisier? Je suis pas sûr. Ah, j'arrive à l'avoir des fois. Attends. Si. Non, sur quoi? Sur mirobolant, cerisier mirobolant. On a mis prunier, tout ça, donc oui. Ah d'accord, ok. Oui, si, on a fait ça. De toute façon, je ferai des tests avec tout mais ce qu'il y a. vérifier, oui, tu vas trouver des trucs que je connais pas, ça c'est sûr. Non, après, il y a beaucoup de gens qui vont te dire on peut pas greffer... je sais pas moi, alors Maurice Chaudière, lisez Maurice Chaudière, il est excellent. Lui c'est le genre de gars à qui on a dit tu peux pas greffer de tout et n'importe quoi, sur tout et n'importe quoi. Ouais. Par exemple, greffer du châtaignier sur du chêne, non, ça marche pas. Bon, pourtant lui il l'a fait. Greffer greffer de l'olivier sur du frêne, non, ça marche pas, il va avoir n'importe quel manuel, ça ne marche pas. Bon, lui il l'a fait, tu vois. Donc le côté expérimentation, moi c'est ce genre de personnage qui me faut me dire ouais, faut pas s'arrêter à ce qu'on entend dire. Quelqu'un va pouvoir te dire ça marche pas parce que lui il n'a pas réussi à le faire. Ou alors cette méthode elle marche très bien parce que lui il a réussi à le faire. Mais ça veut pas dire que chez toi, si lui il a dit que ça marchait pas, ça veut pas dire que chez toi ça marchera pas. Et si lui il a dit que ça marchait, ça veut pas dire que chez toi ça marchera non plus. Ça marche dans les deux sens. Mais ça c'est un truc que tu m'avais dit lors des cours quand j'étais venu. Tu m'avais dit moi je vous donne des choses qui fonctionnent chez moi, mais testez chez vous, expérimentez. C'est vrai que tu nous pousses à l'observation. C'est que tu fais partie des personnes qui m'ont souvent dit observe et après réagis en conséquence. Oui, mais ça fait partie de la base. Hein. Observer et interagir, c'est un des principes en permaculture. C'est pas observer et interagir en même temps, c'est observer d'abord, voir comment ça se passe, et après se servir de cette observation pour en faire quelque chose. Mais voilà, c'est comme je disais, voilà, tout ne marche pas chez tout le monde, il faut chercher. Qu'est-ce qui marche pas chez toi par exemple? Des trucs genre que tu as planté 10 fois, parce que ça fait 10 ans que tu es ici au Jardin des Merveilles. Qu'est-ce qui marche pas? L'eucalyptus, tu vois, par exemple, l'eucalyptus, j'ai essayé 2-3 fois et il y en a un qui a tenu 4-5 ans et puis non, il a fini par mourir. À cause du froid? Non, je pense que la racine est arrivée assez profondément pour trouver la roche-mère et qui lui convenait pas et puis un jour il a pas repris. Mais j'ai réessayé, j'en ai planté une autre variété, en me disant que celle-là marchera. Non, qu'est-ce qui marche pas? Les kiwis, j'ai essayé pas mal de fois et je les ai crevés à cause du froid, à cause du sec. Mais là, j'ai réessayé encore, il y a tellement de variétés. Dans les trucs qui ne marchent pas, on va souvent trouver des nouvelles variétés qui, souvent, alors ça ne marche pas sur sol acide, mais cette variété-là va peut-être aller un peu plus sur sol acide, donc on va essayer celle-là. Et puis on va pouvoir essayer un truc, par exemple, telle plante ne pousse pas sur sol acide, moi j'ai un sol acide, et bien on va le greffer sur quelque chose qui supporte ce sol acide. Donc voilà, moi il n'y a pas grand chose qui, j'allais dire il n'y a pas grand chose qui m'a résisté, c'est pas vrai. Plein de choses me résistent, mais il n'y a pas grand chose qui m'a fait me dire oh ok ça marche pas, j'abandonne. Non, ça marche pas. La bête noire, ouais. Ah vas-y, on continue d'essayer. Ah ouais, faut savoir où on veut aller. Si tu sais où tu vas aller, tu peux te casser la gueule, hein. Un gamin, moi je connais personne qui a arrêté d'essayer de marcher parce qu'il est tombé. Parce que tu sais que tu vas réussir à marcher, tu sais que tu vas y arriver un jour.
Moi j'ai un objectif à atteindre, je veux faire pousser des plantes, je veux avoir un lieu riche en biodiversité et en nourriture. Ben, je vais y arriver. Même si ça m'a eu une année de sécheresse, une année on a eu des moins 20 degrés quand je suis arrivé il y a 10 ans, ouais, on a eu des hivers à moins 20. On a des étés, sécheresse, canicule où il y a tout qui crève. Et ben s'il y a tout qui crève sauf une plante, eh ben, je vais bouturer ou je vais récupérer les graines sur celle-là et l'année d'après, ben, c'est celle-là qui sera plus adaptée. Donc oui, il y a eu beaucoup de ratés et d'état, mais toujours pareil que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un truc qui ne marche pas, tu t'en sers pour avancer. Ça a raté, pourquoi ça a raté? Ok, j'essaye de faire mieux, de faire différemment, et puis on s'en sort. Tu produis tes propres graines, question bête, mais... Oui, la plupart, pas toutes. Tout ce qui est, par exemple, cucurbitacée, ben, ça j'achète encore. Parce que c'est une plante qui est monoïque. Ouais, bah, c'est pas qu'elle peut se fusionner avec d'autres si. Non, alors oui, ça va être ça, elle va se croiser. Non, monoïque, ça veut dire qu'il y a des plantes, des fleurs mâles et des fleurs femelles sur la même plante. Donc ça veut dire qu'elles ne s'autopollinisent pas, contrairement à la tomate. Toutes les solanacées s'autopollinisent. Donc tu vas récupérer une tomate sur ton pied de tomate, même si tu as différentes variétés côte à côte, elle s'est autopollinisée avant même de s'ouvrir la fleur. Donc tu vas pouvoir récupérer, tu sais que la graine est bonne. Sur les cucurbitacées, tout ce qui est courge et compagnie, les fleurs sont séparées, donc elle ne peut pas s'autopolliniser, c'est forcément l'abeille qui fait le travail. C'est-à-dire que si sur ton terrain, tu as différentes variétés de courgettes ou de courges, ben les abeilles, elles vont pas dire « Ah bon, là, attends, on va faire attention à rester sur la même plante parce que sinon il ne sera pas content. » Non, elle s'en fout de toi, l'abeille. Non, elle s'en fout peut-être pas de toi. Mais en tout cas, elle va croiser de la même espèce, quelles que soient les variétés. S'il y a plusieurs variétés de la même espèce, elle va croiser le pollen un peu partout. Et du coup, tes graines auront, ça sera un micmac de différentes courgettes, différentes courges. Si tu fais différentes courges sur ton terrain, tu vas avoir des graines qui année après année vont se rapprocher de la citrouille fourragère qui fait la grosse citrouille là, qui n'est pas très sucrée, pas très goûteuse. C'est moins intéressant. Donc là après il y a des techniques pour faire les graines, mais bon jusqu'à là j'ai pas eu le temps de m'appliquer sur ça. Oh Rémi, te voilà. On est où là? Alors du coup là on est sur la partie la plus haute du jardin, la plus sèche, du coup la moins cultivable, la moins riche au niveau du sol, ça sèche très vite. C'est une zone sur laquelle... C'est quoi? Ah oui, je continue. Ah non, mais t'as le micro, hein, tu peux comme tout à l'heure. Hein, oui, ok. C'est une zone sur laquelle j'avais essayé de cultiver des choses au début, il y a des ans quand je suis arrivé. Et puis ça ne tient pas. Les seuls trucs qui ont vraiment tenu, tu vois, il y a des arbres. Donc derrière là-bas, il y a des arbres qui sont assez grands, qui ont tenu. Il y a un noyer là qui tient depuis 7-8 ans. Dis-nous, il y a quoi d'autre pour savoir un peu ce qui tire sur les arbres, les choses sèches? Noyer, frêne, noisetier. Là, le poivre de moine, là, il tient bien. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, ouais, il connaît. Donc ouais, il y a des choses qui ont bien tenu et des choses qui ont moins bien tenu. Il y a un poivre de Sichuan derrière aussi, il me semble. Il y a, il y a des trucs qui tiennent bien, des trucs qui tiennent moins bien. Et puis il y a eu des ronces contre lesquelles j'avais combattu au début et puis après je me suis rabattu sur les zones plus cultivables et donc je me suis dit bon mais tant pis, j'abandonne. Et donc là on rentre dans une zone, donc on va avancer un peu. À partir de là il y a des ronces. Je ne saurais pas vous dire le nom de la variété, je ne l'ai plus en tête, mais c'est une variété de ronces qui ne fait pas plus haut que ça. C'est pas comme celle qu'on avait vue derrière avec des grosses tiges qui vont très haut. Ça ne fait pas beaucoup plus haut que ça. Donc là on voit il y en a partout, là il y a un gros buisson. Mais c'est toi qui as amené ces ronces ou elles Non, celles-là elles ont poussé naturellement. Ça fait partie des ronces qu'on trouve un peu partout, enfin selon la région, mais ici on en trouve un peu partout. Du coup, pour un arbre, tu vois, par exemple là on a planté un noyer à haute tige, quand on l'a planté il était déjà à cette hauteur là. Ouais. Donc il est déjà au-dessus des ronces, même si les ronces là tu vois on les laisse petit à petit. Au début on avait dégagé autour, on a fait le trou de plantation comme il faut, on l'a mis en place. Là on laisse les ronces revenir, on va les laisser, elles vont revenir jusqu'ici hein, normalement. Tant qu'il y a des feuilles au-dessus. Au pire, les branches du bas, les feuilles du bas elles vont rester étouffées, ça fera le tronc, c'est pas grave, moi j'ai pas besoin d'avoir des noix ici. Et lui il va pousser. Et je pense que l'idée c'est au bout d'un moment les ronces elles poussent en plein soleil. Si sous les bois, si tu regardes une forêt, tu as la forêt, tu as la prairie, les ronces elles sont en lisière. À partir du moment où les arbres poussent et font de l'ombre à la ronce elle finit étouffée sous l'ombre et elle finit par disparaître. Donc là elles vont gagner de la place sous le noyer tant qu'il est comme ça. Et puis une fois qu'il aura assez poussé, qu'il sera assez grand et qu'il commencera à avoir une production intéressante, il aura fait de l'ombre ronce et qu'il se sera un petit peu calmé. Là ce ne sera pas compliqué au final de les enlever, de mettre autre chose à la place pour pouvoir accéder au-dessous de l'arbre pour récupérer les fruits sur l'arbre ou par terre. D'accord, parce que j'allais te demander, mais comment tu vas ramasser les noix dans les ronces? Naturellement, ça va se réguler Pas complètement, je pense, j'espère, ça reste de la théorie. Mais après, c'est pas de la théorie. Quand on regarde dans une forêt, sous les arbres, ça arrive, aller dans une forêt, il y a des ronces par-ci par-là, mais elles n'ont jamais cet aspect-là. Donc l'arbre, une fois qu'il va faire de l'ombre, elles vont être calmées un petit peu et ça ne sera pas compliqué de les enlever. Il y a un endroit où il y a un cerisier où j'ai fait ça, j'ai dégagé les ronces qu'il y avait au pied du cerisier.
Et une fois dégagées, elles ne sont pas revenues parce qu'à l'ombre, de toute façon, elles sont moins vigoureuses, donc elles vont pousser autour, mais pas sous l'arbre. Donc ça, voilà, ça marche comme ça. D'accord. Donc toi, tu conseilles vraiment de planter au milieu des ronces et dès que c'est un petit peu haut. Je sais pas si je conseille de le faire, parce qu'après il y en a qui vont me dire putain mais j'ai plus accès à mes arbres, il y a des ronces partout, je sais pas. Non, après moi c'est un test que je fais. Tu veux l'histoire de la ronce? Ah ben, Donc pour moi, pour schématiser un peu, pour qu'on comprenne un peu comment ça marche la ronce, j'aime bien raconter l'histoire de succession végétale. Ouais. Alors je spoil un peu une des prochaines vidéos que je voulais faire, mais du coup je récupérerai le morceau de celle-là. Non, du coup tu imagines un terrain qui est à nu, où il n'y a rien qui pousse, tu vas avoir plusieurs types de plantes qui vont pousser, qui vont se succéder. En premier, tu vas avoir des plantes annuelles, voire pluriannuelles, qui vont faire plusieurs fois leur cycle dans l'année, dans le but de couvrir le sol le plus rapidement. Ce qu'elle veut, la nature, ce que veulent les plantes, c'est protéger le sol pour pas qu'il disparaisse, parce que la végétation a besoin du sol. Donc d'abord, on le protège rapidement. Derrière ça, tu vas avoir des plantes herbacées, un peu plus ligneuses, à cycle un peu plus long qui vont arriver. Et rapidement, tu vas avoir des ronces, des églantiers comme on a derrière, des trucs avec des longues branches très épineuses qui vont arriver là pour protéger. Un roncier, moi je dis souvent, enfin tu imagines en pleine nature, un cerf, un chevreuil, un sanglier, s'il voit un roncier, il fait le tour, il ne va jamais défoncer le roncier. Sauf s'il est enfermé, qu'il n'a pas le choix, il sait le faire ou il va sauter au-dessus. Mais normalement, il fait le tour. Et du coup, dans le roncier, il n'y a pas de gros animaux qui peuvent passer. Et ensuite, au niveau des successions, derrière, tu vas avoir les arbres pionniers qui vont pousser. Donc pruneliers, aubépines, arbres épineux, qui sont un peu les préparateurs de la future forêt. Et derrière ça, tu vas avoir les arbres, on dit le climax, c'est le stade stable, plus ou moins stable, comme ça, final. Donc les grands arbres, par chez nous, c'est chêne, châtaignier, charme, enfin voilà, pas mal de choses comme ça. Hêtre plutôt. Et du coup, donc, si on revient dans ce cycle, on s'aperçoit que la ronce, elle, la position qu'elle a dans cette succession, c'est juste avant la forêt et elle protège la zone pour que les arbres puissent pousser. Parce que les chevreuils adorent manger les jeunes arbres, les jeunes pousses. Ben, dans le roncier, ils ne les mangent pas, ils ne peuvent pas passer. Et du coup, les jeunes arbres peuvent pousser là-dedans, donc les ronces protègent un peu la future forêt, c'est un peu la nounou de la forêt. Faut pas arracher les ronces, il y en a, ils font la guerre aux ronces. Ah, tu peux arracher. Alors du coup, on va avancer un peu et on va regarder un truc super intéressant. Parce que j'ai beaucoup de gens qui font vraiment la guerre aux ronces et pourtant, tu nous dis que ça apporte quand même beaucoup. Ça apporte ça. Après, là, on va pas y faire de potager. Si on devait aller cueillir des choses sur cet arbre-là, qui est en plein milieu. Donc là, voilà, clairement, on voit bien le gros roncier. À l'époque, quand j'ai planté celui-là, on a écarté un peu les ronces ici, on l'a planté, on a laissé les ronces revenir. Le noyer, il va finir comme ça bientôt. Il y a juste le bout qui va dépasser. Ouais, mais ça le tue pas. Et là, on le voit vraiment bien exposé. Là. Il va très très bien, il n'y a aucun souci. Ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup de feuilles parce que là, on a eu une année canicule. Mais il est en bonne santé, il est en bien meilleure santé que ceux qui sont sur des zones complètement dégagées. Où là, les premières années, il faut les arroser, sinon ça ne tient pas. Et du coup, voilà ce que je voulais montrer, hop, descends en dessous là. Imagine là, ici, tu essayes de ramasser de la terre. Bon, là, j'essayerai pas parce que j'y arriverai pas. Par contre, là, dans le roncier, attends, où est-ce que je vais réussir? C'est très humide, c'est ça que tu veux montrer? Hop, là, tu vas revenir la main arrachée. Voilà. Wow, tu vois ouais. Elle est vachement rouge la terre ici, c'est vrai, on n'est pas loin de la gazine. La gazine n'est pas loin. Ouais. Mais voilà, on voit que c'est grumeleux, c'est humide, c'est frais, c'est plein de vie. Bon. Mais oui, ouais, ça sent le champignon. Elle fait voir, attends. Mais ouais, à mort. Et ça, c'est de la bonne terre, ça. Et voilà, et aucun travail pour en arriver là. C'est la ronce qui fait tout. C'est l'écosystème qui est autour qui fait que la terre est protégée, vivante. Et un autre truc qui se passe en plus, c'est que les gros animaux, ils passent pas. Du coup, c'est une zone qui est un peu protégée. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui viennent dedans? C'est tout ce qui est oiseaux qui vont faire des nids là-dedans. Les oiseaux, on sait, les déjections d'oiseaux, c'est hyper riche en azote. Donc, en plus d'être protégé, c'est nourri par la faune qui va arriver là-dedans. Encore un écosystème, on en parlait tout à l'heure. Et ouais, un super écosystème, le roncier, ouais. Donc, n'arrachez pas les ronces. C'est bon signe si vous en avez dans certaines zones. Voilà, il faut juste être conscient qu'à partir du moment où vous laissez ça comme ça, pendant un moment, là, il n'y aura plus accès à la zone. Mais c'est souvent un truc qui peut se faire, tu vois. Si vous avez un verger que vous voulez utiliser dans 10 ans, quand les arbres auront poussé, laissez les ronces pendant 10 ans, laissez les arbres pousser, et puis une fois que le verger il sera bien fermé, qu'il y aura moins de lumière qui arrivera au sol, les ronces, soit elles partiront toutes seules, soit elles seront beaucoup plus faciles à contrôler. Ouais, non, c'est une belle zone, ça. C'est une belle zone d'observation ici. Ah ouais. Et là, on est donc sur une partie que tu n'arrivais pas à pratiquer. Ouais, mais que du coup, j'y fais plus grand-chose, j'y travaille plus ici. Moi, je suis sur la zone plus travaillée en bas. Là, on est vraiment sur la zone, qu'est-ce que ça pourrait être, zone 3, zone 4? C'est une zone que je vais quasiment, presque zone 5. Tu vois, là, à partir du moment où j'ai planté mes arbres, maintenant, j'y touche plus. Tu observes. Et j'arrose plus, j'entretiens plus, je désherbe plus, ça pousse tout seul. Ok.
Je vois là-bas, c'est quoi encore une structure? Ouais, c'était l'ancienne entrée du jardin, mais il y a 10 ans, ça tenait debout. Et regardez, la végétation a repris ses droits. Ah, du coup, ouais, il y a quoi? Il y a du chèvrefeuille, il y a de la vigne derrière, il y a passiflore devant. C'est quoi comme passiflore? Je sais plus le nom de l'espèce, celle-là. Non, c'est celle qui est adaptée à notre climat ici. Celle qui se consomme, fruit de la passion, ici, ça tient pas. Édoula ou quelque chose comme ça de moi. Peut-être, ouais, Édulis, ouais, ça me dit quelque chose ça. Il en connaît. Et alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on voit vraiment chez toi quand on arrive, c'est la serre, t'es producteur, tu fais les plants. Bah, présente ce que tu veux. Ouais, ici il y a plusieurs. J'ai plusieurs casquettes, je sais pas, j'ai plusieurs chapeaux. Ouais, il fait chaud en ce moment. Non, j'ai un côté entreprise agricole, on va dire, pour ne pas dire exploitation, même si dans les papiers c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc j'exploite le vivant pour en vivre. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut penser de ces mots. Mais voilà, donc j'ai le côté production de plantes. Je vends des plantes sur les foires, les marchés, tout ça. Et à côté de ça, on a une asso avec laquelle on fait de l'expérimentation et du partage sur tous les thèmes qui nous intéressent, la nature en général, les plantes, les insectes, tout ça. La permaculture parce que c'est un peu, je sais pas si c'est bien de dire ça, c'est un peu un mot valise la permaculture parce que ça englobe tellement de sujets, c'est tellement vaste, on ne les exploite pas tous. Nous on fait de la production végétale, on fait de la permaculture humaine un petit peu, donc tout ce qui est gestion de la santé, des émotions, savoir communiquer, savoir organiser des groupes. Donc voilà, on essaye d'apprendre tout ça et tout ça c'est l'asso qui le fait. Donc moi j'ai le côté professionnel où j'essaye de gagner ma vie avec les plantes que je produis. Et à côté de ça, on a une asso qu'on fait tourner et avec laquelle on partage le résultat de tout ce qu'on expérimente ici. Il y a certaines de tes plantes qui sont à l'archipel et qui tiennent très bien. Ouais. Les cacahuètes là en ce moment. C'est vrai. Mais je croyais que c'était une serre, mais c'est un séchoir en fait. Ouais, on a des invités en ce moment. Oui. C'est génial. Ça c'est pratique, ça sert à beaucoup de choses une serre. Ouais. Alors je sais pas sinon on le verra, mais c'est chez toi que j'ai appris ta technique anti-limaces infaillible pour faire pousser tes jeunes plants pour pas qu'ils se fassent manger. Alors, on le verra pas spécialement, mais... c'est pas en fonction là tout de suite, mais l'idée elle est là quand même. C'est là de ce côté, on a plein de bacs qui sont à plat à peu près, avec une bâche au fond, mais vous pouvez le faire en ce que vous voulez. L'idée c'est juste de pouvoir remplir un bac dans lequel, c'est une fois que c'est plein d'eau, donc là on imagine, là c'est plein d'eau ici. Une fois que c'est plein d'eau, on met une palette au milieu, on pose les plantes dessus. C'est un peu comme le château avec les douves autour, tu vois, les limaces savent pas nager, donc les plantes une fois qu'elles sont au milieu de l'eau, alors souvent c'est pas bien compris, c'est pour ça que c'est mieux en image, mais allez voir dans d'autres vidéos que j'ai fait, je l'explique un peu plus en détail. Où je te file un truc. Ouais. Et donc les plantes sont pas dans l'eau, il y a de l'eau autour, on pose une palette pour qu'il y ait une zone surélevée de l'eau et les plantes sont au-dessus de l'eau, mais avec de l'au tout autour. Et du coup les limaces savent pas nager, savent pas y aller. Nager, elles sont quand même des... Ça va, je pensais qu'on pouvait rien faire. Non, bon après ça savent pas nager, mais c'est ouf la limace, c'est génial. Il y a des limaces qui savent monter là, se laisser descendre au bout d'un espèce de fil de bave, pouf, et rentrer dans la zone. Par contre, une fois que le loup est dans la bergerie, tu vois, là elle te bouffe tout. Et du coup, tu es obligé de tout sortir, soulever tous les pots pour retrouver le coupable. Ah oui, il y a quand même, je crois qu'elle est infaillible ta technique, elles arrivent quand même à... Non, il n'y a rien qui est infaillible. Non, mais cela dit, depuis qu'on fait ça, on a quand même beaucoup moins de pertes. Ouais, ça reste assez efficace. Et puis ça a plusieurs intérêts. C'est pas que c'est donc là au printemps, c'est comme ça qu'on les utilise. Et là, cette saison, c'est plutôt l'inverse. C'est là, on voit dans celui-là. On met de l'eau dans les bacs, comme ça les plantes trempent dans l'eau. Une fois que le bac est bien rempli, elles vont boire assez vite cette eau, donc ça va s'évaporer en 24 heures, 48 heures. Et ça me permet moi de, tu vois, je mets mes plantes là et qu'une fois qu'elles sont bien sèches, je remplis d'eau, elles trempent dans sa d'eau, ça met 2-3 jours à s'évaporer. Donc pendant 2-3 jours, elles ont les pieds dans l'eau. C'est pas parfait pour elles, mais bon voilà, elles y survivent quand même assez bien. Après ça, elles survivent encore 2-3 jours sans arrosage parce qu'elles ont bien pris. Et du coup, ça fait 5-6 jours où il n'y a pas besoin d'entretien. En plein été, moi, ça me permet de pouvoir partir en week-end un petit peu et pouvoir souffler. Parce que si les plantes sont là, tu vois, comme toutes celles qui sont de son côté, là, en cette saison, c'est au moins une fois par jour qu'il faut arroser, voire 2 fois par jour. On est en plein mois d'août. Alors, j'ai une question, Rémi. Là, c'est au producteur que je parle. Au mois d'août, tu changes de cassette. On commence à préparer quoi au mois d'août sûrement pour l'automne. Là, par exemple, tu produis quoi depuis quelques jours Alors, pour les plantes potagères, moi là, je suis en train d'arrêter les potagères. Du coup, Pour quelle raison? Est-ce que moi, je change d'activité, j'évolue. Ça fait 10 ans que je fais ça.
Je ne sais pas si j'en ai fait le tour, il y aura toujours des choses à apprendre dessus. Allez, on va rentrer vite fait dans le détail, mais disons que c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Moi, ça fait 10 ans que le printemps, je ne vis plus que pour mon travail. J'ai fait ça 15 heures, 20 heures par jour, tu vois. Et j'en peux plus, j'ai envie de calmer un peu. Du coup, là, je cherche une production qui demande moins de temps, mais tout en rapportant au moins autant d'argent. Et du coup, là, moi, je me lance un peu dans tout ce qui est arbre fruitier. Donc, il y a de la greffe à faire, il y a pas mal de variétés de petits fruits qui sont intéressantes à trouver. C'est un peu plus technique, hein, mais bon voilà, je pense que maintenant j'ai presque le niveau, donc je m'entraîne encore un peu pour y arriver. Et j'espère voilà, réussir à quand même gagner ma vie avec ça, parce que c'est le but. Puisque tout ce qu'on fait à côté avec l'asso, les stages, les formations, les cours, tout ça, il y a des choses qu'on fait gratuitement déjà avec l'asso, et puis d'autres choses qu'on fait payantes, mais qui rapportent des sous à l'asso pour que le projet, l'asso puisse vivre. Et moi, au final, dans tout ça, à la fin du mois, il faut bien que je mange. Donc voilà, ouais, c'est... Les choses qui viennent de tomber, mince. D'accord, donc là tu te lances... écoute, je savais pas ça, c'est vrai qu'on échange quand même de temps en temps, je savais pas que tu te convertissais. Et alors ce qui est très drôle, c'est que tu n'es pas loin d'une personne que je vais visiter régulièrement, Sébastien. Le fameux. Et c'est vrai qu'à vous deux, on aura de la chance d'avoir des producteurs locaux, et il y en a d'autres, hein, mais... Ouais, c'est bien que tu te mettes là-dedans. J'ai encore beaucoup de place à l'archipel. C'est vrai. Je sais où j'irai. Tu prendras un arbre en partant. Oh là là, okay, merci Rémi. Une plante de plus. Fais gaffe parce qu'après elle sera filmée. Hein. Je dirais ça, c'est la plante de Rémi. Génial, qu'elle soit célèbre. Non, puis il y a un autre truc en passant que je veux faire et que c'est une idée vraiment moi qui germe depuis longtemps. J'adore, pour ceux qui me connaissent un peu, ils le savent, j'adore raconter des histoires de plantes. Il y a plein de plantes différentes, passionnantes dans le monde. Et moi, l'idée, c'est de me libérer du temps pour pouvoir avoir, pas forcément des plantes pour vendre. Tu vois, là, il y a quelques plantes où c'est les miennes, je ne vais pas les vendre. On pourra les voir si vous voulez. C'est des plantes, moi, qui ont des particularités, ou des façons de pousser, d'être, qui sont vraiment hyper intéressantes. Et donc j'ai envie de me libérer du temps pour ça, pour un peu étudier ces plantes, partager des histoires sur celles-là. Sur YouTube notamment? Par exemple. D'accord. Ouais. D'accord, mais tu es déjà présent, encore une fois, je remettrai le lien. J'ai commencé un peu, il y a plusieurs trucs que j'aime, c'est plantes et histoires de plantes, mon thème favori. Et les plantes dont j'aime bien parler, c'est celle-là que je viens de dire, un peu particulière, ou alors les mal aimées, tu vois, on va parler du chien dent, on va parler du chardon, on va parler de toutes ces plantes que les gens n'aiment pas trop, et les ronces. Ouais. Pourquoi pas. J'aime bien les pucerons, j'aime bien le mildiou, j'aime bien tout ce que les gens n'aiment pas. C'est là pour quelque chose, ça sert, donc il ne faut pas rejeter ça. Le mildiou, on passe sur autre chose, mais attends. Il aime le mildiou, pourquoi? En une minute, pourquoi le mildiou n'est pas si mauvais alors que c'est quand même les gens qui plantent des tomates, c'est la crainte des gens. Entre autres, je crois qu'il n'y a pas que les tomates, mais... Oui, après tu as l'oïdium sur les courges, tu as plein de champignons qui sont des ravageurs, des maladies, des trucs qui vont détruire nos plantes, on ne les aime pas. Le mildiou, il va montrer que ta culture c'est trop humide, donc tes plantes elles sont trop les unes sur les autres. Selon le climat dans lequel tu es, ça marche ou ça marche pas. Si tu as quelques plantes, si tu as du mildiou sur toutes tes plantes, c'est soit que ta méthode elle va vraiment pas et qu'il faut faire gaffe, soit que ton climat correspond pas. Là, du coup, on supprime, le mildiou, il est juste là pour te montrer, c'est pas bon. Soit il va juste s'attaquer à quelques plantes, et donc lui, il est juste là pour t'indiquer, celle-là trop fragile, cette variété-là trop fragile. Là, ta méthode sur cette zone-là, tu vois, ils ont tout le mildiou, donc là, il y a un truc qui va pas. Et du coup, tu fais quoi? Au lieu de faire fais chier le mildiou, non, c'est merci le mildiou. Alors, donc celle-là, je la supprime, je vais récupérer les graines. Si sur une variété, il y en a certains qui l'ont eu, d'autres qui l'ont pas eu, tu vas récupérer les graines sur celles qui l'ont pas eu. Le mildiou, il est juste là pour t'indiquer, soit il y a une méthode qui va pas, soit une variété qui va pas, soit il y a un truc qui va pas. Et toi, tu te sers de ça. C'est un champignon, donc il va se développer, enfin pas tous, mais celui-là il va se développer avec l'humidité, donc soit trop proche si c'est pas assez bien ventilé entre tes plants, ou alors tu les as trop taillés, et du coup c'est à un moment trop humide, et du coup le champignon il est venu abîmer tes plantes parce que tu as travaillé au mauvais moment, donc pour moi il est juste là c'est un indicateur en fait. Donc, un indicateur, vas-y, c'est vrai que quand je te faut pas lui reprocher de nous indiquer que nos méthodes ne vont pas ou que nos variétés ne vont pas. Il nous aide à sélectionner, il nous aide à s'améliorer. Oui, on le prend mal, on se dit mince le mildiou, mais en fait c'est un avertissement, on va dire. Et ouais, c'est un indicateur. Ouais, un indicateur. Et alors je sais plus si tu en as ici, mais il me semble que tu faisais un peu des plantes exotiques, cactus ou des choses comme ça. Tu veux en produire? J'en ai un peu. Mais c'est pour toi ou c'est plus pour... J'ai eu fait en production, maintenant je l'ai fait plus en collection. On peut aller les voir un petit peu. Alors là j'ai les sensitives, j'ai la plante qui danse, il y a des vidéos déjà sur tout ça.
Et est-ce que tu as alors ça Des aloés, il y a plusieurs types d'aloés, aloe vera, aloe arborescent, aloe saponaria, aloe, il y en a plein. Et la plante, alors tu m'en avais parlé, donc je triche un peu, je sais que je sais plus si tu l'as, celle qui enferme le frelon asiatique, qui est un peu comme la plante carnivore. Ah, ça c'est Sarracenia, il me semble, ouais. J'ai vu des vidéos là-dessus. Et t'en as aussi là-bas, oui. Et ça pousse partout en France ou c'est Alors en France, je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi dans certaines tourbières. Alors ça, c'est ce genre de plantes carnivores, c'est des plantes de tourbière, donc il doit y avoir des tourbières en France où il y en a, je ne suis pas certain. En Europe, il y en a, on en trouve, mais... Donc c'est celle-là, ouais, où les insectes restent coincés, noyés au fond. Ah, parce qu'il y a de l'eau dessous? Pas forcément, mais en tout cas, il y a des poils qui vont vers le bas qui empêchent les insectes de remonter. Bon après, selon les variétés, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui vont avoir un couvercle en haut. Alors ça, c'est pas des pièges actifs, c'est des pièges passifs. C'est-à-dire, il n'y a pas une mâchoire qui va choper. Là, c'est juste pour pas qu'il pleuve dedans, pour protéger, pour pas diluer les sucs. Hop, petite grenouille qui passe. C'est une grenouille ça? Ouais. J'en profite. Vas-y, tu peux continuer. Et du coup, souvent, tu vas en avoir qui vont avoir sur le toit là, une membrane un peu transparente. Ouais. Donc l'insecte pense qu'il va pouvoir sortir, donc il va y aller, il va taper sur la membrane, il va retomber dedans, il va faire ça plein de fois jusqu'à se fatiguer. Et une fois qu'il est complètement fatigué, épuisé, ben, il tombe au fond, il meurt, et puis là, il va finir par le digérer. Elle le digère, d'accord, ok. Ouais, c'est ça. C'est pas d'autres. C'est comme ça qu'on définit une plante carnivore. C'est une plante carnivore, c'est une plante qui a les deux critères. Premier critère. Je te filme entre les. Premier critère, c'est attirer l'insecte et le capturer. Ouais. Et deuxième critère, c'est le digérer. D'accord. Et donc toutes les plantes ne sont pas carnivores. Là, on pourrait encore en parler pendant un moment. Par exemple, tu en as une, c'est la gorgone, qui n'est pas carnivore parce qu'elle ne sait pas digérer les insectes qu'elle capture. Mais elle vit en symbiose avec une punaise qui, elle, sait manger les insectes capturés par la plante. Et la plante se nourrit des déjections de la punaise. Tu vois? Donc l'insecte, il reste collé sur la plante. La punaise, elle vient, elle les bouffe, la punaise, elle vit là, elle chie sur la plante, et la plante réabsorbe les matières nutritives des déjections de la punaise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du concombre antillais, donc c'est un concombre qui se mange. Alors là, ceux-là, ils seraient comestibles, mais la peau est un peu épaisse. Là, c'est peut-être encore un peu petit, mais... Ça pousse bien chez nous? Hop, on enlève un peu les piquants. Dans le Tarn, tu peux goûter ça. Je peux goûter? Ah bah oui. Ah ok, hop, c'est quand les gens puissent le voir. Ah ouais, c'est pas bon. Fort. Concombre, ah c'est un peu piquant. Ou alors c'est... Non, pas dedans. Ah merde, celle-là elle est toxique. Attends, ah ouais. Coupé. Coupé. Non, c'est des fruits qui se mangent un peu jeunes, comme ça, tant que c'est pas encore trop développé. Et ça pousse bien dans le Tarn ou faut sous serre? Écoute, moi, là c'est une zone où je sais pas, il y a une graine qui devait traîner dans mes sarriettes là et ça a poussé. C'est quasiment pas arrosé, de temps en temps un petit peu, et pourtant c'est dans la serre. Et ça se régale. J'en ai dans les zones de culture à l'extérieur, bah, pareil, j'ai mis les plants, je les ai oubliés, et puis une fois que ça s'est enraciné. C'est grimpant. Vous voulez goûter ça? Ou ça se met au sol? C'est rampant. Ça n'a pas forcément beaucoup de vrilles qui vont lui permettre de grimper. Mais si tu lui proposes un support et que tu vas un peu la diriger, ça peut grimper. Comme le concombre, comme ces trucs-là. Un concombre, tu lui mets une grille, il va ramper au pied de la grille. Par contre, si tu l'aides à monter sur la grille, une fois qu'il commence à s'accrocher, il va pousser en hauteur aussi. Et alors là, ils sont jeunes ou ils sont consommables à partir de cette taille? Non, ils sont consommables comme je te l'ai donné, petits. Après là, le grain est un peu gros, la peau est un peu épaisse, donc c'est moins intéressant à manger. Puis vu la taille du fruit, tu t'embêtes pas à les peler. Donc tu les manges petits, et puis là, moi c'est pour faire la graine, du coup, que je les garde là. Ouais. Vu que celui-là, il est hyper vigoureux, il a poussé tout seul, et il a trouvé sa place, et puis il me fait plein de fruits. Donc voilà, là je vais récupérer les graines là-dedans. Ouais, c'est vachement bien adapté là ici. Hein. Ouais, moi ça fait quelques années que j'en fais de cela. J'en fais pas tous les ans, parce que vu que j'ai quand même une belle collection de plantes ici, je commence à avoir... Je sais pas, je chiffrerai un jour combien j'en ai, mais j'en ai pas mal. Et du coup, au lieu de cultiver tous les ans, tous les ans je vais cultiver celles que j'ai pas cultivées depuis 2, 3, 4 ans pour refaire mes semences. Tu vois, cette année j'ai fait de la calebasse, ça fait 4 ans que j'avais pas fait de calebasse. Concombre antillais, ça fait 3-4 ans que j'en avais pas fait. Voilà, j'en ai plein de petits trucs comme ça que je... Bah là je rebondis sur un truc que tu as dit, vu que tu reproduis tes propres graines. Tu les conserves combien de temps au maximum? 2 ans là tu dis pour les refaire ou... Ça tu sais que c'est super dur, ça c'est un des trucs, c'est un des critères de sélection, c'est la durée de dormance et la faculté germinative. Au bout de combien d'années elles sont bonnes, elles sont plus bonnes. C'est super dur en fait de te dire ok je vais garder des graines, je vais les garder 3 ans, 4 ans et calculer, allez à partir de 10 ans, ah là elles germent plus, du coup il aurait fallu les garder 9 ans. Bon, du coup, il aurait fallu avoir une autre que tu gardes une année de moins pour savoir au bout de combien de temps. Enfin, je sais pas si tu vois, c'est assez compliqué. C'est vraiment un des critères de sélection qui n'est pas travaillé du tout. Et ça, même après 10 ans, t'es perdu encore dessus.
Ben, ouais, et surtout que dans une vie, les 10 ans, tu les fais pas 50 fois non plus. Non, du coup, ouais, c'est vrai que voilà, c'est pas forcément évident. On essaye de travailler sur pas mal de sélections, mais voilà, la durée germinative, elle est assez difficile. Ouais. Rémi, pour terminer cette vidéo, est-ce que tu as une plante favorite, une dernière plante, quelque chose que par exemple toi tu as et qui est assez rare en France, ou quelque chose que tu as ramené qui a une histoire, parce que je sais que tu en as plein, mais je sais pas, une qui te... Vu que tu aimes les histoires de plantes et... J'ai du mal avec les préférés, j'ai jamais eu de meilleur ami, tu vois, j'ai des amis mais pas de meilleurs parce que du coup c'est pas cool pour les autres et j'ai pas de meilleure plante. Non, j'ai la plante la plus folle que je connaisse, mais j'ai fait une vidéo dessus, du coup tu mettras un lien, c'est la plante qui danse. Donc vas-y, on va la voir, on va en parler devant elle. Pas la sensitive, alors du coup il y a l'arborescente, mais on pourra la voir vite fait, on l'a fait en passant. Pour les néo-autonomistes, est-ce qu'on pourrait montrer celle qu'on touche et qui se referme? Alors, je vous la montrerai là-bas à côté de celle qui danse. Ça c'est une autre sensitive. Que quand on la touche, tu vois les feuilles là elles sont ouvertes, quand tu la touches, elles sont en train de se refermer. Donc voilà, là on voit qu'au niveau réactivité, bon c'est quand même, pas mal. Attends, ça va quand même assez vite. Regarde, je vais montrer aux gens comme ça, je vais la toucher celle-là. Regardez, ça se rétracte, c'est dingue. Ah, j'ai bientôt plus de batterie, bah tu vois, donc, voilà, ça tombe bien. Assez lent au niveau de la réaction. Après on a la plus classique, la sensitive. Mimosa pudica, le mimosa pudique. Bredmafan, la plante qui pétille dans la bouche, ça aussi c'est pas mal. Celle-là du coup, Mimosa pudica, tu as vu comment, à quelle vitesse elle réagissait l'autre, hein, celle-là, là, t'as peine tu touches, c'est fermé, tu vois toutes les feuilles là. Ah c'est dingue. Ah c'est dingue. Et là elle se cache. Ah je savais pas comme ça. Donc elle fait ça pour se cacher. Imagine tu as un animal brouteur, tu vois de la végétation, elle a ses feuilles grandes ouvertes pour faire sa photosynthèse. L'animal il vient, il broute, là il voit plein de feuilles, il se dit ouh c'est bon, ça il commence à grignoter. Et là la plante disparaît, on voit plus que les tiges couvertes d'épines. Donc l'animal il voit ça, hop, il broute plus, il va voir ailleurs. Et 10 minutes après, les feuilles se rouvrent et ça refait la photosynthèse. C'est génial. Rémi, pour te dire à quel point tu es passionné et que c'est passionnant, c'est la première fois de ma vie que je charge à fond la batterie. Et on arrive à la fin de la vidéo. Et alors pour finir, attends, je vais faire un zoom, je peux me mettre là, il n'y a pas de souci avant que ça coupe. Celle qui danse, je vais la secouer. Non, je vais... Ah, celle qui danse. Ah vas-y, secoue-la, secoue-la. Parce que celle qui danse, on la gardera pour une prochaine. Allez. Je secoue un peu. Non mais tu mettras le lien, en plus il y a les copines qui chantent pour la faire danser, elle est bien cette vidéo aussi. Ouais. Rémi, merci 1000 fois, merci pour cette visite. Avec plaisir. Et à très bientôt à l'archipel la prochaine fois. Grave. Grave. À très vite. Merci Rémi. À plus.